Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros billets. Vous êtes au bon endroit si vous voulez faire des gros billets, si vous voulez voyager, si vous voulez de l'insolite, de l'exceptionnel. C'est ici que ça se passe. Et aujourd'hui, on a une invitée d'exception, une fois n'est pas coutume, en la personne de Claire Lambert. Ça faisait déjà un petit moment, je vous le cache pas, que j'ai enregistré cet épisode. Et c'est un épisode que j'ai adoré faire. La question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est: est-ce qu'il est possible de se lasser d'une vie sous les cocotiers, d'une vie aux quatre coins du monde, payée pour habiter à Bali, en Tanzanie, au Mexique à Tulum? Voilà, c'est le parcours ce qui est arrivé à Claire. Donc elle va nous raconter un peu sa vie de nomade digital salarié. Donc c'est très rare en fait, mais elle était nomade digital salarié. Et comment, voilà, elle a décidé de basculer vers de la vie enchantée à la vie en chantier, en faisant une acquisition d'un très grand nombre d'appartements très très rapidement. Accrochez-vous, ceux qui achètent des appartements à une vitesse de l'éclair, là vous n'êtes pas prêts. Moi j'avais acheté 6 appartements pour 1 million d'euros l'an dernier. Et ben là, on est alors en montant, on n'est pas dans les mêmes proportions, mais en nombre, on sera bien plus haut. Donc voilà, ça fait super plaisir d'avoir beaucoup de gens en fait ont pour ambition de gagner beaucoup d'argent et de pouvoir voyager. Claire, elle a fait un peu le chemin inverse. Donc d'abord elle a voyagé et puis ensuite elle s'est rendue compte que bah voilà, 4 ans, 5 ans c'est long et qu'on aime bien quand même toujours avoir un chez soi. Donc c'est ce qu'on va voir avec Claire. Avant de commencer, j'ai plein de choses à vous raconter. Déjà donc merci pour tous les retours pour l'épisode sur ChatGPT, l'intelligence artificielle. Merci à tous ceux qui m'ont fait des retours. L'épisode il vous a bien plu, notamment notre chère Fabienne qui a fait carrément une story pour nous remercier et qui s'en sert maintenant. Donc merci à vous et merci à Jean-Briac pour justement son temps sur le sujet, son expertise sur le sujet. Ensuite, comme toujours, vous pouvez liker, commenter, partager. Mais bon, ça vous connaissez la chanson. Et non, je voulais vous raconter une histoire, c'est que j'ai un appartement qui s'est libéré. Ça faisait 1 an que la locataire était dedans. Alors, premier point que je voulais vous dire, je crois que je vous l'ai pas dit la semaine dernière, c'est souvent on dit, oui, quand on fait des logements de qualité, il y a moins de turnover, blablabla. Je sais pas d'où ça sort. Moi, j'ai un appart, il est nickel. Et en fait, les gens, ils sont restés que 1 an. Pourquoi? Parce que la vie, ma première locataire, elle est partie pour habiter en Australie, donc tu peux avoir le meilleur appart que tu veux. Et la deuxième, là, elle partait dans le sud de la France, à Marseille. Elle m'a dit qu'elle était trop triste de quitter l'appartement, qu'il était trop bien et tout ça. Donc, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Oui, c'était un appartement de qualité. Alors, c'est sûr que c'était un appartement tout pourri, dans un endroit qui craint. Les gens, ils vont peut-être pas rester longtemps. Mais là, au final, j'ai eu 2 locataires en un peu moins de 3 ans. Donc, je trouve que c'est quand même un turnover qui est important. Mais bon, voilà. Et en fait, ce qui m'était arrivé, c'est que j'étais en voyage jusqu'au mercredi soir, donc il y a 10 jours, enfin il y a 2 semaines quand vous allez écouter le podcast. Et j'avais mis l'annonce le mercredi soir pour des visites le samedi. Je pensais que ce serait suffisant. Et en fait, le premier samedi, j'ai pas eu des locataires qui me convenaient, enfin des candidats qui me convenaient. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est la première fois, je pense que ça m'est arrivé que j'ai pas trouvé de locataire en une semaine. Alors les agents immobiliers, enfin en une journée de visite. Les agents immobiliers, je pense qu'ils croiront jamais ce que j'ai dit parce que s'ils trouvent un locataire en moins de 3 mois, ils ouvrent le champagne. Mais normalement, moi, je mets une annonce et je fais les visites le samedi et je trouve un locataire. Là, en l'occurrence, j'avais des personnes intéressées, mais en fait, moi, je sais pas, je les sentais moyen. C'était pas horrible, mais je les sentais moyen. Et du coup, j'ai refait des visites samedi et j'ai trouvé un locataire pour lundi. Donc là, j'enregistre, on est le 30 avril. J'ai fait la visite le 29. Et le 1er mai, demain j'ai l'état des lieux d'entrée, remise des clés, tout ça. Donc je suis très 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 content. Voilà, appartement loué, tous mes appartements sont loués. Et nouvelle expérience depuis la semaine dernière, donc depuis vendredi à 2 jours. En fait, je teste. Alors ce sera pas tout le temps, ce sera pas tout l'appartement, mais je teste. Vu que comme si vous me suivez, je suis pas souvent chez moi. Je vais tester de mettre en partie ma résidence principale en location courte durée. On va voir ce que ça donne, on va voir si ça me saoule ou non, mais bon, c'est de très loin mon appartement le plus cher, dans une zone qui est très tendue. Donc j'ai mis l'annonce vendredi, et là j'ai déjà eu plusieurs contacts et une réservation. Donc je vais tester. Si vous voulez que je vous tienne au courant de l'évolution
de ce test. Vous me direz si ça se passe bien. Je pense que ça pourra payer une énorme partie de mes vacances qui sont, après les frais de notaire, mon budget numéro 1 dans l'année. Donc voilà, c'est quand même pas non significatif. Hein. C'est le prix d'une petite voiture que je dépense chaque année en voyage. Donc voilà, test. Si vous voulez en savoir plus, si vous le faites et que vous avez des retours, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc cette location, l'autre location. Pensez, surtout les non-résidents, c'est jusqu'au 25 mai que vous pouvez déclarer vos impôts. Et après, pour les sociétés, j'espère que vous avez transmis déjà tous vos documents à votre expert comptable. Voilà, on attaque avec Claire Lambert. Comme toujours, si vous voulez lancer votre podcast, si vous voulez m'appeler, si vous voulez faire des gros billets en négociant, ça se passe à un seul endroit. Et aussi, si vous voulez rejoindre le Club Invest, donc le club que j'ai cofondé avec mon associé, dans lequel on accompagne des débutants et des personnes un peu avec déjà quelques lots. Je pense que on est allé jusqu'à peut-être 8 lots. Donc si vous avez entre 0 et 8 lots et que vous souhaitez être accompagné, vous allez sur mon site www.grosbillets.com, GROBILLETS.com. Et voilà, vous pouvez m'appeler, vous pouvez apprendre à lancer votre podcast, vous pouvez nous rejoindre au Club Invest. Tout ça à une seule adresse. On attaque avec Claire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Accrochez-vous parce que, comme je vous ai dit, elle a un parcours extraordinaire. Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec Claire. Salut Claire, Bonjour. Comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Eh ben, ça va super bien. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Aujourd'hui, on va parler digital nomadisme, gros investissements immobiliers, travaux, voilà, beaucoup de voyages, un peu la contrepartie des voyages. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer l'épisode ? Ouais, avec plaisir. Donc moi c'est Claire, j'ai 32 ans, j'habite à Chambéry. Enfin, je suis à moitié nomade mais originaire de Chambéry en Savoie. Et du coup, je suis actuellement salariée en remote, ça veut dire que je télétravaille et puis je peux aussi travailler de n'importe où. Donc effectivement nomade, mais maintenant aussi dans l'investissement immo, donc c'est un peu plus compliqué de voyager. Mais ouais, je kiffe autant les deux, donc Super intéressant. J'aime bien que les invités, pour commencer, pour un peu briser la glace, ils racontent une anecdote un peu insolite. Peut-être pas, je sais pas si c'est dans ton métier remote ou dans un métier que tu as exercé auparavant, mais ce serait probablement intéressant que tu nous en partages une. Alors, ah oui, mince, alors attends, désolée, tu vas devoir couper. J'allais parler du Pinel, je pensais que c'était par rapport à l'IMO, donc j'avais préparé le Pinel ou après, insolite, par rapport Pas obligé, au sinon on passe sur autre chose. Hein. Il doit y en avoir, hein. Attends, au Brésil, il m'est forcément arrivé un truc. Ouais, ça peut avoir aucun lien avec l'IMO ? Ouais, bien sûr, ça peut être un job d'été. C'est un peu dans le lien du Bye Bye Patron, tu vois. Pourquoi ouais. Est-ce que... Ah vas-y, c'est bon. C'est pas drôle, mais c'est... Allez, je clappe, comme ça je trouverai. Et donc, pour commencer, j'aime bien que les invités racontent une anecdote un peu insolite qui leur est arrivée dans l'un de leurs métiers, alors soit au début de leur carrière ou soit plus tard. Ouais, et écoute, mon premier job en fait, j'étais expat au Brésil pendant 3 ans. Je travaillais pour, les hypermarchés Casino. Là-bas, ils sont hyper développés. Et quand t'es français au Brésil, t'es un petit peu Dieu, quoi, parce que du coup, forcément, on a des études, plus longues, etc. Donc tout de suite, j'ai été manager de 6 personnes. Donc j'avais des personnes brésiliennes, 100% brésiliennes dans mon équipe, des hommes, des femmes. Et c'est sûr que le management c'était hyper particulier parce que on était dans une équipe d'analyse hyper poussée de chiffres, sauf que personne n'avait de formation Excel, donc c'était, si tu veux, c'était hyper bizarre. J'avais l'impression parfois de ramer quoi, et en même temps c'était à moi de m'adapter. Et je me rappelle, il y a un truc qui m'a vachement marqué et qui aujourd'hui me façonne. Enfin, en tout cas, je suis hyper d'accord. C'était une personne de mon équipe. En fait, j'étais frustrée parce que je lui dis, j'essaye de la motiver pour avoir une augmentation ou en tout cas grandir dans les échelons. Et elle me dit hyper calmement, mais tu sais, moi ça me va très bien, mon salaire, j'ai pas du tout envie d'évoluer. Ça me laisse assez de temps pour passer du temps avec mes enfants. Le week-end, je travaille pas, etc.
Et sur le coup, je me suis dit, putain, mais comment c'est possible d'avoir peu d'ambition comme ça, quoi. Enfin, j'étais, voilà, je savais pas quoi faire. Et en fait, avec le recul, aujourd'hui, mais je me dis, mais elle a tellement raison, cette personne. Enfin, je revois encore, voilà, enfin, me dire ça, et c'est exactement ma philosophie un petit peu aujourd'hui. Alors, bien sûr que j'ai de l'ambition, j'aime, enfin, mon job et tout me correspond. C'était la voie que j'avais choisie, le marketing et tout, mais voilà, je suis totalement d'accord avec le fameux livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, et puis le ratio temps. Enfin, on le voit aussi dans l'IMO, temps, énergie, tout ça. Donc je suis trop d'accord, et avec le recul, je me suis rendu compte il avait tout compris, quoi. Mm. Ah, t'as la blague du pêcheur mexicain, là, je pense que tu Ah là connais, là, non? ça résume ma vie, enfin ma vie. Voilà. Ah ouais, j'ai pris. Bon, en gros, voilà, Ouais. c'est un pêcheur qui est content d'être au bord de la plage et quelqu'un lui dit qu'il faut qu'il travaille, et après, s'il travaille beaucoup, il pourra de nouveau être au bord de la plage. Tout à fait. Super intéressant. Tu peux donc nous raconter. Là, t'as dit que t'as 32 ans. Ouais. Donc, Oh là t'es tout de là. suite parti à la fin de tes Déjà. études. C'était Ouais. donc t'as fini À vers Sao Paulo. 23, 24 ans, je suppose. Alors moi j'ai fait prépa école de commerce, donc ça Ok. pareil, les études avec le recul, je me dis pourquoi tout ça, tu vois, mais enfin ça forcément ça m'a aussi ça ouvre des portes, hein, mais ouais, 25 ans je pense, si je dis pas de bêtises, entre les stages de fin d'études, tout ça. Et en fait j'ai fait ce qu'on appelle un VIE. C'est une sorte de programme qui est un peu sponsorisé par le gouvernement, enfin Business France, qui encourage, qui aide à partir à l'étranger, parce que quand tu intègres un groupe dans lequel tu n'as jamais été, en général, c'est un peu galère d'être muté à l'étranger. Il faut faire tes preuves d'abord au siège et tout. Et du coup, normalement, c'était pour 1 an, renouveler une autre année, et la 3e année, parce que tu peux pas faire plus de 2 ans, j'ai été employée en local. Ok, Donc, avec un salaire différent, des conditions différentes, je ouais, suppose. alors j'ai réussi à maintenir plus ou moins, mais quand un Ok. VIE, c'est le top. T'as l'appart en plus, enfin, bien centre-ville, quoi. T'as les billets d'avion payés, l'assurance, enfin, c'est hyper bien. Beaucoup d'avantages, Ok. effectivement, ouais. Donc tu recommandes les VIE pour Et les une pour les petite. plus jeunes. Ah ouais, carrément. Mais c'est incroyable. Et puis ouais, après, du coup, t'as aussi plein de portes dans la boîte pour être muté dans d'autres pays, tout ça. Mais d'ailleurs, je sais pas si ça m'a aussi permis. Enfin, quand t'es en vie, tu ne payes pas d'impôts, donc c'est un salaire net. Et du coup, quand je suis rentrée en France, pour la petite anecdote, j'avais pas de. Enfin, c'est un lien avec l'IMO, parce que du coup, c'est aussi comme ça que je me suis lancée. J'avais pas eu le prélèvement à la source pour mon premier emploi, parce que du coup, je pense qu'il y avait pas l'historique, comme j'étais au Brésil. Et du coup, j'ai payé ma première année d'impôt cash. J'ai vu mon relevé d'impôt, j'ai fait ah ok, c'est ça la France, super. Et c'est là où j'ai cherché comment payer moins d'impôts. Voilà. Je voyais le podcast de Camille, elle disait comment être riche. Moi c'était comment payer moins Comment? d'impôts. Ok. Et C'est voilà. la première fois, tu vois, je pense qu'on est au 107e épisode et c'est la première fois que quelqu'un a eu cette motivation au départ pour. Oh punaise. Non. Alors ouais, je m'intéressais déjà un peu à l'immobilier, mais si on revient sur mon parcours, tu verras que ça a malheureusement conditionné mon premier investissement, en l'occurrence dans le Pinel. Voilà. Bah écoute, c'est de toute façon, il y a un moment il faut se lancer. Hein. Après, on peut toujours, Oui. c'est toujours plus simple. Enfin, c'est toujours mieux de se former d'abord, mais bon, de temps en temps, on en Et a ouais. fait tous des boulettes. Voilà. Moi, j'ai fait une erreur. J'en parle assez rarement, mais j'ai fait une erreur qui en était pas une vraiment, mais j'ai été mal informé, malgré avoir demandé, alors que j'avais demandé plein de fois, qui m'a coûté 70 000 euros pour solder un emprunt. À des conditions qui étaient mauvaises, enfin des conditions qui étaient floues, qui se sont éclaircies bien après que j'ai signé. Donc oui, voilà. Parfois, on a beau tout lire, il y a des interprétations qui se font différemment, et puis il y a des contextes qui évoluent Ouais. différemment. Et bon, on nous dit qu'on nous y reprendra pas. On dit Ouais. quand t'es jeune, Il t'apprends faut sans se planter. appliquer, et quand t'es vieux, t'appliques sans apprendre. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais on essaie en tout cas d'éviter ça. Ok, super. Donc t'as fait le Brésil. Tu parlais déjà portugais? Pas du tout. Alors ça, mais d'ailleurs, moi, j'étais nulle. Enfin, j'étais nulle. C'est vrai que j'ai toujours bien aimé l'école, donc mais les langues, c'était vraiment le truc. J'étais partie à Londres en stage. Je suis revenue. Je crois que ça avait rien changé. En plus, en prépa, tu sais, il y a vraiment du niveau, quoi. J'étais avec des gens bilingues, trilingues. Ouais, tu Et vois, dans les écoles, là, elles ont les scores TOEFL ou je sais plus. Enfin, ouais, elles l'affichent clairement. Ouais, voilà, nos ouais. élèves, ils ont 900 points.
Ouais, mais tout ça pour TOEIC et tout encourager ça. ceux qui galèrent, parce que pour le coup, le portugais, c'est la première langue en fait que j'ai apprise sur place. Donc, je pense que ça change tout en fait, parce que c'est la seule langue où j'apprenais pas un mot en français et comment ça se dit en traduction. T'apprends un contexte, donc t'arrives sur place, le mec il te dit une phrase, tu comprends rien, et puis au fur et à mesure du temps, tu comprends un mot, deux mots, trois mots. Et en fait, il y a même des trucs à la fin. Au bout de 6 à 8 mois, je pense qu'on était tous plus ou moins bilingues, mais un truc de fou, hein. Alors que moi, l'anglais, c'était toujours au bout de 4 ans, c'est pas ça. Mm. Et en fait, ouais, limite, j'avais du mal quand on me disait ça veut dire quoi, comment on dit en français, à refaire la traduction. Et je pense que ça change tout quand t'es là avec ton petit carnet à apprendre tous les membres du corps, tu sais, le vocabulaire par thème. Enfin, c'est complètement contre-productif pour moi en tout cas. Donc voilà, ne soyez pas désespérés, Pour il y a beaucoup toujours des d'auditeurs, je solutions. pense que beaucoup d'auditeurs ont eu du mal. Voilà, moi, je travaille pas mal en anglais, mais bon, c'est vraiment que quand j'ai pas eu le choix, j'étais aussi toujours nul. Bah, faut le contexte, ouais. J'étais aussi. Ou alors, faut rencontrer l'amour, hein, l'amour qui parle que Ah, ça une autre motive. langue. Ça motive. Ok, donc t'as fait 3 ans au Brésil Ouais. et ensuite, donc là, Et t'étais pas ensuite, digital nomade à cette époque-là. non, voilà. Ouais, j'étais T'étais juste expat. expatrié. D'ailleurs, honnêtement, expat, je sais même pas si je préférerais pas à digital nomade, parce que quand t'es expat, t'as vraiment une adresse, t'as un numéro de téléphone local, enfin nomade parfois aussi, mais j'ai vraiment eu le temps de tisser des liens. Bah là, j'ai encore pas mal de contacts avec des Brésiliens, et puis surtout, tu fais partie d'une entreprise. En plus de ça, en marketing, moi, j'avais vraiment, tu peux vraiment comprendre la culture et tout, enfin surtout dans les biens de consommation, tu vois. Alors que quand t'es digital Là, c'était nomade, dans des supermarchés hein, que tu travaillais. C'était ouais, dans en le fait, groupe du supermarché. c'était hyper intéressant. Pour le coup, j'étais en gros catégorie manager un petit peu de tout le magasin. C'est-à-dire qu'en gros, t'imagines un magasin vide, un énorme casino, et tu te dis comment je peux faire le magasin idéal. Est-ce que tu commences par le Coca? Est-ce que tu commences par, je sais pas moi, les chips et tout? Et en fait, on faisait plein de sortes de modélisation, bah des tests Ok, tout simplement. Et tu intéressant. regardes, et ouais, en fait, tu te rends compte, c'est un mélange de psychologie humaine, à la fois aussi de le mec qui va mettre en rayon, il faut qu'il traverse pas le magasin parce que sinon son temps à la minute est chronométré, donc on perd en productivité, donc en rentabilité. Donc c'est un mélange entre les intérêts des commerciaux, les intérêts des marketeurs, tout. Et c'est complexe, je trouvais, parce que t'as aucun logiciel qui te sorte la bonne formule en fait. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant pour le coup. Et puis voilà, comme je te disais, c'est vrai que quand t'es français, enfin expat, t'as tout de suite plein de responsabilités dans ce genre d'entreprise. Donc ça paraît fou, hein, d'ailleurs, parce que les Brésiliens avaient des super idées, mais bon, c'était comme ça. Donc c'était un métier très stratégique. Et du coup, au bout de 3 ans, voilà, j'avais fait un peu le tour. Alors ça peut paraître la fille blasée, mais c'est vrai que quand t'es allée 10 fois à Rio, tout ça, tu te dis bon, qu'est-ce que je vais découvrir d'autre? C'est bizarre, hein. Même moi, ça me paraît fou de se dire ça, mais voilà. Donc j'avais envie de revenir en Europe, mais toujours d'être ailleurs. Je vais la faire courte parce que sinon l'histoire va être super longue. Mais en gros, j'avais trouvé un poste en Espagne au moment pour réapprendre l'espagnol, parce que j'avais complètement oublié mon espagnol avec le portugais, je suis allée travailler, tu sais, comment ça s'appelle déjà? Worldpacker, c'est trucs où une application, un site où tu vas travailler dans un hôtel en échange du logement, tout ça. Donc, je faisais ça. J'étais réceptionniste et puis en échange, j'étais logée, nourrie, tout ça. Et t'étais pas Et payé. j'étais pas payée, mais bon, c'était en plein été, tu vois, je travaillais que le soir, la nuit, enfin, c'était, et en fait, ce logement, c'était un Et ça, co-living. c'était en Espagne ou c'était dans un pays C'était d'Amérique du en Sud? Espagne, ouais, parce qu'en fait, j'avais trouvé Ok. un job à Barcelone, en CDI, voilà, donc j'étais à 2 doigts d'accepter. Et je m'étais dit, je vais essayer de reprendre mon espagnol. Et cet hôtel, en fait, ça se transformait en co-living. Un co-living, en fait, c'est des hôtels qui sont réservés aux nomades digitaux. Et c'est là où j'ai découvert ce que c'était que les nomades digitaux. Et je disais, mais c'est qui ces mecs qui vont venir en Espagne en février? Et le propriétaire, il me dit, mais non, mais t'imagines pas, on est plein et tout, parce que les mecs, ils viennent du Canada, des États-Unis, ils peuvent surfer, là en février, au Portugal, en Espagne. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert les nomades digitaux. Et première petite étape, j'avais essayé de lancer ma boîte pour développer ce type de concept, mais en Europe, enfin dans toute l'Europe, une sorte de franchise. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait l'entrepreneuriat, j'aimais bien, mais j'ai tellement interviewé de nomades qui étaient dans leur piscine, tout ça, que j'ai plus eu envie moi d'être nomade. Et je me suis dit, si je commence à lancer ma boîte et tout, ça se trouve, déjà ça va pas marcher, ou alors ça va marcher mais dans 3 ans. Et l'envie de voyager était plus forte. Du coup, j'ai trouvé un job en CDI et je suis partie pour l'aventure En nomade. Espagne.
Non, du coup. Non, du en coup, comme France? je pouvais aller un peu n'importe où, on a commencé par Bali. On est Donc allé là, tu as 3 mois à trouvé un Bali. emploi en France. C'était un emploi Euh, d'une ah société oui, alors française. excuse-moi. Ouais. En fait, c'était un emploi effectivement dans une start-up française. Donc c'est une start-up qui fait des cartes postales personnalisées, c'est une application. Enfin bref, je suis responsable marketing. Sauf qu'effectivement, depuis avant le Covid même, on pouvait déjà travailler d'où on voulait. Et en plus de ça, il y a un truc qui est cool aussi, c'est qu'on travaille en asynchrone. Ça veut dire qu'on peut choisir un peu nos horaires. Donc si j'étais à Bali, je pouvais très bien travailler de 8h à 17h heure locale. Ou alors je m'adaptais à la France. Enfin, il y a vraiment pas d'obligation. Et ça, c'est trop bien, quoi. Ok. Très, très, très intéressant. Mm. Et ça fait Il y a 4 ans, plusieurs du coup. Je suis 4 ans, ouais. restée, tu vois, pour le coup, d'habitude, je me lasse très vite. Mais là, Ouais. voilà, les conditions sont top. C'est ça, parfois on se cherche aussi un peu et c'est vrai que pour revenir sur le VIE, ça me rappelle une anecdote, c'est que j'avais une ancienne collègue dans une ancienne vie. Elle travaillait. Moi, j'ai une formation dans la finance et elle voulait absolument voyager. Enfin, t'as surtout 4 grosses sociétés qui sont connues dans l'audit et tout. Et elle voulait aller justement aux États-Unis ou en Australie, Mm. alors qu'elle était en Europe. Mais en fait, elle bossait super bien et donc aucun manager voulait la laisser partir et elle était dégoûtée. C'est pour ça qu'elle est partie au final de cet emploi parce que ceux qui n'étaient pas indispensables parce qu'ils ils faisaient juste le boulot qu'on leur demandait. Mm. Et ben eux, on les retenait pas. Ils pouvaient aller 6 mois à New York ou 1 an en Australie. Ah ouais. Et puis elle, on lui disait ah bah non, sur cette mission, on a trop besoin de toi. Tu peux pas partir et tout. Donc c'est vrai que le VIE, au moins, t'arrives directement Mm. dans dans le nouveau pays et puis t'as pas en fait parce que soit t'es trop nul, on va pas t'envoyer, c'est comme si c'était un peu quand même Mm. une gratification, ou soit t'es trop bon et on t'envoie pas non plus. Ah ouais, Donc autant non. Mm. aller directement postuler ou en tout cas via le VIE, c'est Ah très ouais, très ouais. intéressant. Donc ouais, t'as trouvé ce métier donc full remote. Tu cherchais en fait à la base, je suppose. Ah ouais. En fait, Un- je me rappelle vraiment des entretiens que je passais téléphoniques pour essayer de comprendre les besoins. Comme je voulais monter ma boîte, j'avais intégré un incubateur aussi. Enfin, c'était un petit programme. Et je me suis dit, oh là, mais c'est trop bien cette vie et tout. Et du coup, j'ai cherché, j'ai trouvé mon job sur LinkedIn. Alors, honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance parce que même aujourd'hui, parce qu'on a fait un podcast aussi sur le nomadisme digital, tout ça, où on essaie d'aider les gens. Donc, des fois, je regardais des offres et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de vraiment trouver des entreprises en remote, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Hein. Ça, pour le coup, Hmm, je prêcherais toujours ça. Et encore plus avec le Covid. Moi, à l'époque, il n'y avait pas eu le Covid. Donc, le télétravail, hmm. c'était encore un truc un peu... voilà, pas trop, enfin, courant. Et effectivement, en 3 semaines, j'ai trouvé sur LinkedIn, il y avait marqué vraiment littéralement sur l'offre, le monde est ton bureau. Ouais, Voilà. trop bien. Trop bien. Et ouais, parce qu'en plus, tu as à la fois le télétravail et en plus le fait que ce soit asynchrone. C'est vrai que ça, c'est pas adapté à tous les métiers. Hein. Il y a des métiers, typiquement, si tu dois répondre à des clients, je sais pas si t'es dans une hotline de Apple ou un truc comme ça, j'en sais rien. Voilà, les clients, ils t'appellent à des heures, ils t'appellent pas la nuit, quoi. Donc c'est Ouais, vrai qu'il faut ouais. c'est de la conjonction. Mais souvent, c'est comme ça. Hein, c'est comme dans beaucoup de choses dans la vie. Hein, trouver son conjoint et tout. Quand tu fais un peu la somme des possibilités de te rater à une soirée où t'avais pas envie d'aller ou je sais pas. Voilà, le Mhm. boulot idéal, c'est peut-être pas Ouais. prêt. Donc qu'est-ce qui s'est ouais, donc tu peux nous raconter, ça fait 4 ans et t'as pas mal bougé. Je suppose que le soleil j'ai eu un invité il y a très longtemps, Quentin Randis, il a un podcast Biceps and Mindset et il Mhm. vient de Chambéry et c'est toujours un gros sujet. Il a vécu à New York, à Valence, et puis le Ouais. climat de Chambéry lui convient moyennement visiblement Ah parce que ouais. là il est rentré. Enfin, de ce que j'ai suivi, il était rentré et puis il regarde comment repartir. Quoi. Ok, donc 4 ans de nomadisme digital. Donc je Ouais. suppose que t'es pas resté à Chambéry à 100%. Non, pas vraiment. Ouais. En plus de ça, ouais, du coup, j'ai rencontré mon copain il y a à peu près 4 ans aussi, et puis lui aussi, il était en reconversion à ce moment-là. Donc bon, lui, il est passé par pas mal il a un peu tout testé. Au début, il voulait pareil lancer sa boîte. Ensuite, il a été salarié comme moi, sauf qu'il a dû négocier le télétravail parce que c'était pas une boîte
une boîte trop faite pour le remote à la base. Donc avec le Covid, ça a facilité. Ensuite, il s'est mis en freelance. Enfin voilà, il a un peu tout testé. C'est les 3 options d'ailleurs quand on veut être nomade. On peut être salarié, on peut être entrepreneur, freelance. Le plus courant étant le freelance puisque tu vends tes services. Donc forcément, déjà par définition, tu vas pas normalement chez le client. Voilà, donc on a fait 3 mois à Bali. Après, on a fait des destinations plus courtes, Jordanie, la Grèce. Ça dépend aussi du prix. C'est sûr qu'à Santorin, on n'est pas resté, on n'a pas resté 3 mois. Puis bon, il n'y a pas non plus autant de choses à faire, mais on aime bien 3 mois, c'est bien parce que on essaye quand même aussi. C'est une des raisons aussi. Qui fait que je suis revenue du Brésil, d'être là pour les événements. T'as toujours des naissances, des baptêmes, des mariages. Donc voilà, je me suis dit, faut aussi que je profite de cette chance de pouvoir voyager quand je veux, pour être là au moment important. Et au Brésil, mine de rien, c'est le petit désavantage quand t'es expat loin, c'est que dès que tu veux rentrer en France, il faut que tu poses des vacances, tout ça. Et puis t'as le billet d'avion, quoi. Tu vas pas revenir tous les 3 mois, long. quoi. Voilà. Donc j'ai pris un billet pour le Brésil récemment, je confirme, c'était cher. Je sais plus les prix. Ah ouais, parce que ça dépend. En tout cas, en fait maintenant, en tout cas en ce moment, l'avion c'est cher pour aller partout. Oui, c'est oui. un truc, Ouais. c'est quasiment. Bon, le carnaval aussi, c'est en plein dans le oui, mois. bon ça. Non, mais j'ai un peu regardé l'Asie. Enfin, c'est vraiment, en tout cas. Après, on avait entre guillemets la chance avec le Covid qu'il y avait moins de gens qui voyageaient, etc. Ça limitait aussi fortement les prix, mais là, je paye le même prix un vol Rio-Buenos Aires que un Paris-New York il y a quelques années. Donc c'est sûr. 2 fois plus. Ouais, donc on en était. Donc tu rentrais 3 mois. C'est vrai que c'est un bon rythme parce que je pense que si tu fais moins, en plus tu travailles forcément, tu travailles en même temps, donc tu peux pas visiter non plus chaque jour et faire 5 heures de voiture. Et puis après au bout d'un moment c'est épuisant, je pense. Enfin, si c'est trop court. Ouais. Tu peux peut-être nous raconter comment tu t'organises, comment est-ce qu'on s'installe 3 mois dans un endroit. Est-ce que t'as qu'un seul lieu, je suppose que ça a été variable, mais t'as qu'un seul lieu de vie, on cherche quand même toujours un peu des habitudes, ceux qui font du sport, une salle de sport, ceux qui font un instrument ou de la danse, ou je sais pas. Comment on s'organise une vie comme ça sur 3 mois? Effectivement, au début, alors à Bali, par exemple, on a fait plusieurs villes. On a dû changer. Je crois qu'on changeait à peu près toutes les 2 semaines de logement, ou même des fois toutes les semaines. On était vraiment, alors déjà, même au sein de la même ville, on aimait bien changer d'hôtel parce que bon, en plus, vu les prix, c'est rien. T'as des super réductions si tu restes 1 mois ou plusieurs semaines, sans négocier forcément, sur Airbnb, elle s'affiche automatiquement tout ça. Mais bon, les prix sont tellement peu chers qu'on se disait, nous, en fait, on va se faire notre petit kiff, on va tester plein d'hôtels dans la même ville. Mais effectivement, avec le recul, on l'a fait par exemple au Mexique, on est resté beaucoup plus longtemps parce que c'est très fatigant. À chaque fois, il faut déballer ses affaires, tout ça. Et puis on préfère, on prend toujours on essaye idéalement des appartes. Déjà, il faut forcément avoir alors ça dépend les pays, mais au Mexique par exemple, les restos c'est pas si donné que ça. Puis bon, c'est moins varié, donc on voulait toujours avoir une kitchenette pour cuisiner. Donc on était vraiment en mode appart et tout, et puis tu gagnes tellement de temps. Ce qui est cool à Bali, effectivement, t'arrives, tu loues ton scooter, tu prends ton petit appart. Mon copain, il fait beaucoup de sport, donc moi du coup je m'y mets quand je suis à l'étranger. Je sais pas si ça me motive le soleil et tout, mais sinon ouais, j'en fais moins. Mais du coup on prenait la salle de sport, puis après t'as tes petits restos, tout ça. Donc ça c'est vraiment top. Et d'ailleurs là on devait partir en Thaïlande 3 mois c'était en 2022, et j'ai eu le Covid, donc finalement on a annulé. On s'était dit qu'on repartirait, mais finalement, notamment avec ce projet immobilier, moi ça me rassurait d'être en France, et puis je sais pas, finalement on est parti en Grèce. On s'est dit ce sera pour une prochaine fois. Mais du coup pour le coup on s'était dit on allait peut-être rester 2 mois sur la même île, dans le même logement, tu vois. Parce que vraiment, c'est assez fatigant. Des fois, en fait, il y a vraiment on était frustrés au début, surtout moi, de voir, par exemple, en Grèce, on rencontrait des gens, ils faisaient une île toutes les semaines, ou même tous les 3 jours. Et nous, on était là, nous, ça fait 1 mois qu'on est là, on a vu 2 plages. Mais en fait, on va pas rechercher forcément tout visiter. Au contraire, maintenant, des temples hyper connus au Mexique, on n'a pas voulu le faire parce que trop touristique, un peu controversé, tout ça, machin. On va vraiment rechercher un cadre de vie
Ouais, un cadre de vie, des températures sympas alors qu'il fait froid en France. Mais je pense que ça, c'est à force. T'es plus dans le checklist, tout ça. C'est vrai que ma mère voyage beaucoup et c'est un bon conseil qu'elle m'a donné une fois dans la vie, c'est ne pas tout voir. C'est ok de pas tout voir quand t'es C'est à un ça. endroit parce que sinon, tu, Et puis surtout, enfin, tu vois, tu te fais mal. Soit tu fais mal et puis toi au bout d'un moment t'en as assez quoi. Donc Et puis je pense que j'apprends rien, mais enfin les plus beaux endroits, c'est jamais ceux les plus connus. C'est toujours des trucs où t'es tombé par hasard parce que tu cherchais ton resto ou enfin où un guide, le propriétaire du Airbnb t'a montré et tout. Et du coup, ouais, on va plus se laisser porter. Ok. Et après, le gros avantage que vous avez quand même, enfin entre guillemets, c'est que vous êtes à deux. Si t'es avec ton Ouais. copain conjoint, t'es pas perdu entre guillemets. Enfin, par rapport aux autres freelances, c'est vrai que j'en ai eu un. Et puis je suis Bertrand qui achète des sites internet là, qui voyage depuis 12 ans. Tu vois que c'est un autre rythme. Hein. Enfin, t'as beaucoup de temps seul quand t'es freelance tout seul, digital nomade. Et puis après, visiblement, il y a des endroits où les gens se rencontrent. Ouais. Ouais, les hubs nomades, effectivement, Chiang Mai. Après, j'en vois plein qui voyagent tout seuls et je pense que ça doit vraiment pas être un frein. Moi, avant de rencontrer mon copain, je voyageais tout le temps toute seule. J'adore ça parce que du coup, t'arrives, personne te connaît, tu vois, y a pas d'a priori. Et puis, tu rencontres beaucoup plus de gens aussi quand ouais, t'es tout c'est seul. ça. Ah nous, ouais, il y a des gens qui viennent nous parler, mais bon, beaucoup moins quand t'es toute seule. Franchement, à chaque fois, j'allais dans les auberges et là, t'es sûre. Au contraire, des fois, c'était trop, quoi. J'étais là, non, les gars, je vais pas sortir. Il y a trop de soirées et tout. Pas la cinquième soirée de C'est la ça. semaine. Ok. Donc en 4 ans, t'as été à Bali, Mexique, Zanzibar, t'as fait? J'ai fait. Là, on se pose beaucoup de questions. Enfin, on a essayé de ralentir au niveau environnement, impact environnemental, tout ça. Donc, je t'avoue que quand je fais la liste et tout, mais bon, voilà, c'était une période. Le but, c'est aussi de s'améliorer. Mais effectivement, il y a des années où, enfin, surtout la première année avant le Covid, j'étais allée en Jordanie, à Berlin, à Santorin. Maroc. Alors, d'ailleurs, Maroc, j'ai fait au bout de 2 semaines. J'avais même pas passé ma période d'essai. On est parti à Marrakech. Bon, comme je te dis, hein, dans la boîte, beaucoup voyageaient, donc ça allait pas être pénalisant. Hein, mais en fait, au contraire, maintenant, quand je voyage pas, les gens ils sont un peu déçus. Ils disent c'est aussi ça en fait dans l'entreprise, on a plein de choses à se raconter, on a des échanges très riches parce qu'on partage chacun nos voyages. Et au début, j'étais un peu gênée de dire je vais partir. Forcément, on se dit ils vont croire que je vais pas travailler et tout, alors qu'en fait c'est un peu l'inverse dans ce genre de boîte. Et c'est pour ça que je recommande, dans l'idéal, c'est pas toujours facile, mais de trouver vraiment une boîte qui est native remote. Il y a beaucoup de boîtes qui ont été forcées d'être en remote avec le Covid, et forcément ça se passe pas bien et les gens ils critiquent le télétravail, mais parce que elles ont pas les codes en fait. Donc pour revenir à ta question, 3 mois au Mexique, dès que c'est loin, on essaye. 3 mois à Bali. En Grèce, on a fait beaucoup 1 mois. On allait 1 mois à Paros, 1 mois. Là, on était à Zakynthos cette année. Et voilà. Est-ce que j'oublie des trucs? Non, après, un peu partout en France pour aller voir la famille. Encore une fois, c'est trop bien parce que j'ai pas besoin de poser de journée. Je peux y aller n'importe quel jour. Pareil pour les billets d'avion, d'ailleurs. Tu peux voyager un lundi, un mardi, un mercredi. Bon, après, si c'est 24 heures, oui, tu poses un jour, mais 24 heures de vol. Mais et Zanzibar, j'y étais 1 mois, effectivement. Il y a pile 1 an, en février. Magnifique. Très intéressant. Et tu peux nous raconter un peu l'organisation justement du travail asynchrone? Ça m'intéresse. Comment t'es suivi? Donc t'as dit que t'es dans le marketing, donc je suppose que en plus vous êtes sur les réseaux, j'ai déjà vu des pubs, tout ça. Donc tu dois contacter des influenceurs, je suppose, enfin, ou en tout cas comment ça se passe, voilà, ce métier asynchrone? Est-ce que tu rends des comptes à quelqu'un? Comment? Est-ce que tu as des projets d'une semaine, un jour? Enfin, si tu peux un peu nous raconter ton organisation de travail. Alors en fait, on travaille sur Slack déjà, donc ça c'est super pratique. C'est une sorte de chat où tu as des notifs. Donc en fait, par exemple, si t'es off, par exemple, je sais pas, t'es en décalage horaire, quand tu ouvres ton ordinateur, tu vois les notifs et tu y réponds. Donc c'est hyper pratique, beaucoup plus que des mails parce que c'est organisé par Canal. Donc t'as Canal sur différents thèmes et tout. Je pense que beaucoup de boîtes, même
par remote, utilise Slack, c'est très connu dans les startups, tout ça. Et en fait, j'ai des réunions. Donc bon, là, on en a un peu plus. Maintenant, ça a un peu repris, mais avant, j'en avais peut-être 3 par semaine à des heures fixes. Et là, effectivement, il faut que tu sois présent. Mais la boîte, elle s'arrange toujours pour que tu sois à San Francisco ou à Bali, bah ça corresponde à tout le monde, quoi. Donc en gros, 14 heures. C'est à midi. Ou 14 heures. 14 heures. Ouais, alors après, ouais, effectivement, San Francisco, je sais plus, mais je crois que c'est le décalage horaire un peu galère. Ouais, t'as Mais 10 heures, je pense. J'étais il y a pas super longtemps. C'est vrai que tu te lèves le matin, toute la journée. J'avais mes concierges là, Airbnb. Il y a eu un problème sur ça. Bon, c'est bon, c'est réglé. C'était le problème, c'était déjà réglé. C'est ça. Genre, il Ouais, était apparu, il était réglé. Ça prouve que, ouais. Le temps que je me réveille. Ouais. Mais ça prouve que ça tourne, quoi. Mais à Bali, par exemple, c'était 20 heures pour moi, 14 heures en France. Donc voilà, il y a ces réunions. Et après, bah typiquement, voilà, là, tu vois, je fais l'immobilier des fois. Moi, en fait, ce qui est trop bien, c'est que bah, il en parle justement, Tim Ferriss, dans son livre. Ça m'avait marqué. Il dit, mais qui a dit que tout le monde serait super efficace de 8 heures à 17 heures? Moi, je sais que j'adore bosser le soir de 20h à minuit. Je suis hyper efficace, notamment parce que y a personne qui va me déranger avec des emails, des notifs et tout. Donc c'est vraiment mon moment focus. Et à l'inverse, après manger, bah voilà, tu vois, je préfère aller faire ma vie, mon shopping ou mes travaux, tout ça. Donc j'essaye d'équilibrer comme ça. En fait, c'est vrai qu'au début, le premier jour, tu te dis oh là là, mais des fois, tu passes 8 heures sur un dossier et tout, et tu te dis, mais personne n'a vu, en fait, parce que t'es en télétravail. Et effectivement, moi, mon boss, il m'avait dit, bah, que tu mettes 6 heures, 2 heures, 1 heure, tant que le travail est fait, voilà. Donc, au début, c'est un peu frustrant parce qu'on t'a jamais appris ça. Mais je trouve ça génial d'être au résultat, à la mission et pas au nombre d'heures, quoi. Okay. Je voyais au Brésil où c'était le seul job. Enfin, j'étais en stage en France, mais où il y en avait plein. C'était pause café, même moi la première, où t'as des moments où t'es pas efficace et bah en fait tu travailles pas vraiment 7 heures au final. Il y a peut-être au moins 2 heures, 2-3 heures sur les 7 où t'es un peu ailleurs, quoi. Enfin moi perso en tout cas. Ouais, non, c'est vrai que et moi je le vois bien, surtout en ce moment-là, vu que je viens d'emménager, j'avais pas mal de trucs à faire dans mon appart. Et mon niveau intellectuel, en gros, il est le matin et après, il recommence vers 17h, tu vois, jusqu'à 20h. Et après, en gros, ça sert à rien. La plage, 13h, 17h, je suis vraiment pas spécialement efficace. Donc, c'est pour ça que j'accroche des tableaux. Je fais des trucs comme ça. Ouais, mais en fait, c'est pour ça, pour une entreprise aussi, je pense que c'est bénéfique parce que moi, je sais que quand j'ouvre mon ordinateur, c'est que j'en ai envie. Enfin, c'est jamais forcé ou quoi, c'est toujours, c'est bon, je suis déter et on y va. Et c'est pour ça d'ailleurs que, voilà, moi, le salariat, je critique pas autant que ça peut être critiqué. Je pense qu'il y a 2 types de salariat. Effectivement, il y a salariat où on t'oblige à rester sur une chaise, on va te fliquer et tout. Nous, le télétravail, alors sauf si je tombe de haut, mais on n'a pas du tout de truc qui va monitorer combien de temps on reste devant l'écran. Il nous faut confiance. Et c'est pour ça que le CDI, moi, je le vis super bien. J'ai une liberté énorme, quoi. Ouais, c'est sûr. Puis bon, j'avais fait un épisode, on en a parlé un peu en off, là, sur le bonheur est dans la rat race. C'est vrai que quand t'es entrepreneur, tu fais plein de trucs qui sont hyper chiants, quoi. Enfin, tu fais de l'administratif, tu fais la compta, tu relances les gens, alors bon, tu peux tout déléguer à une certaine échelle, mais en fait, tu fais ta zone de génie et tout, t'y es très peu de temps. Alors que quand t'es en CDI, il y a plein de gens autour qui font des trucs, qui font ces tâches, et puis toi, tu fais que le truc que t'aimes bien, quoi. Enfin, si t'as trouvé le truc que t'aimes bien, tu fais que ça. Ouais, et puis, moi, je sais qu'il y a un moment où j'étais en CDI, j'avais un peu de temps, je faisais du freelancing à côté. Après, il y avait notre podcast. Alors, c'était pas une source de revenus, mais c'est un petit peu entrepreneurial ou alors je réfléchissais à des projets. En fait, tu peux faire les 3, mais voilà, il y avait cette sécurité du salariat et puis même, j'étais épanouie, j'avais une équipe et tout. Du coup, dans les moments où j'étais plus sur des projets entrepreneuriaux où j'étais seule et je me sentais seule, bah tu vois, les deux, ça s'équilibrait. Et moi, en tout cas, je vivais bien d'avoir plusieurs trucs en même temps, tu vois. Je misais pas tout sur un projet. Mais voilà, chacun. Ouais, c'est une question qui est très intéressante. C'est pourquoi, donc t'as un livre qui est connu de One Thing, où en gros le pouvoir du focus, ou je sais pas, c'était sur un projet, ça va mieux marcher. Mais
c'est vrai que on est un peu, enfin, souvent les invités, on est un peu tous hyper actifs et se focaliser sur un truc, c'est très très compliqué, hein. Et moi le premier. Donc parfois aussi, on diversifie nos activités juste par envie, non pas pour mieux réussir ou pour gagner plus d'argent. C'est juste que il y a des choses qui nous font envie ou non. Ouais. Typiquement, avec mon associé, on aide des membres à investir. Le retour temps, temps, Ouais. argent, on le fait pas pour ça. Bon, ça nous fait très plaisir de les aider, mais et ça nous fait très plaisir de partager avec eux. Mais tu vois, il y a des activités comme ça qui sont plus efficaces que d'autres. C'est pas pour ça qu'il faut les abandonner. Ouais, non, c'est sûr. Euh, Top. Ben alors on va encore juste fermer la parenthèse du digital nomadisme. Donc toi, ça fait 1 an que t'as plus trop voyagé, à part la Grèce, si je dis pas de bêtises. Ouais, dernier voyage, c'était en mai 2022. Ok. La Est-ce que Grèce. tu peux nous dire ton ressenti? Maintenant, t'as pas mal bougé. T'as été à Bali, t'as été au Mexique. C'est un peu les zones qui sont connues. C'est vrai que Ouais. t'as des youtubeurs connus qu'on voyait beaucoup dans ces coins-là et que en fait maintenant on les voit, ils sont plus qu'en France. Euh, Est-ce que t'as l'impression, ouais, peut-être que t'es arrivé au bout de Mm. quelque chose, ou comment tu vois Bah, un peu cette vie de voyage par rapport à ta vie actuelle? ouais. Bah, écoute, justement, j'ai eu un peu une prise de conscience. Je sais pas si c'est une crise existentielle, mais j'étais vraiment, je me posais plein de questions, justement, en fait, au moment où j'ai été, euh, bah, je vivais un peu la vie dont j'avais rêvé. C'est-à-dire, j'étais, je sais plus, je crois que j'étais à Fuerteventura ou au Mexique, mais en gros, bah, je travaillais le matin, j'avais l'après-midi, j'allais à la plage. Tu vois, j'avais pas trop de boulot. Enfin, j'avais du boulot, mais il se ressentait pas parce que bah voilà, tu choisis tes horaires et tout, tu t'organises comme tu veux. J'allais de plage paradisiaque. En gros, mes questions de la journée, c'était bah on va à telle plage ou telle plage, laquelle est la plus bleue, enfin l'eau la plus bleue. Et en fait, déjà effectivement, je pense que je me suis un peu lassée. Je pense que le voyage c'est indispensable, ça te permet de te comprendre, enfin de te connaître et tout ça. Il y a pas de. Mais moi, j'étais arrivée à un stade où je pense que j'avais un peu. Alors, on n'arrête jamais de se connaître, de se découvrir, mais en tout cas à travers le voyage, moi c'est bon, ça faisait longtemps. Et surtout, en fait, j'ai eu un peu une prise de conscience où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'apporte en fait? Parce que oui, on dit toujours, on valorise toujours les gens qui sortent de la rat race pour aller partir au bout du monde tout plaqué et puis vivre les pieds dans l'eau. Mais moi, je me disais, ouais, mais c'est finalement, est-ce que c'est pas un peu égoïste parce que j'apporte rien au monde. Moi, je m'apporte des souvenirs. D'ailleurs, j'avais lancé un blog et tout en me disant, bah, je partage et tout, mais je me suis dit, oui, enfin bon, t'apportes pas non plus au monde, voilà, comme c'est pas non Mes plus. photos, ma C'est des plage, petits mes pieds. conseils. Ouais, Ouais, voilà. tu Non, peux mais donner des je conseils, pense bien que sûr. c'est bête, hein, mais inconsciemment, tu vois, d'écrire, enfin, de matérialiser le truc, ça me rassurait. Puis bon, j'aime bien aussi rédiger tout ça, mais et en fait, ça plus effectivement le fait que je me suis lassée, je pense vraiment, j'ai un peu tout remis en question. Enfin, en tout cas, je ressentais plus. Je me disais, alors j'ai eu plein de réflexions. Est-ce que je peux pas voyager en étant utile, en me mettant dans l'humanitaire, à chaque fois faire un voyage avec un but précis? Mais voilà, en fait, l'immobilier, d'ailleurs, il y a non seulement j'avais jamais investi, mais aussi on n'avait pas de chez nous. Donc, si tu veux, comme quand t'es nomade, t'as pas de base en fait. Je sais Hmm. pas comment expliquer. À la limite, même si t'es locataire en France et que t'as pas de bien à toi, bah t'as quand même un endroit où mettre tes affaires. C'est concret, tu vois. Hmm. Mais T'as une pas adresse où tu peux d'enfant, mettre des voilà. trucs. Enfin, voilà. Ouais, et je pense que ça m'a fait un peu vite, mais surtout voilà le fait de me dire, ben je me crée des souvenirs à moi, mais j'avais ce besoin de créer enfin, de créer un truc un peu plus utile ou dans ma vie quoi, tout simplement, que ce soit concret, qui reste quoi. Hmm. Ouais, c'est assez intéressant comme réflexion. Et puis c'est vrai que en plus, alors je sais pas comment je vais le dire, je vais sûrement mal le dire, mais je vais quand même, tu vois, parce que j'en parlais hier avec quelqu'un d'autre. T'as voyagé beaucoup en plus avec ton conjoint, et tu te dis, si un jour tu te sais, enfin, je vous le souhaite pas du tout, hein, mais si un jour tu te sépares, ça ferait quand même comme un peu une sorte de trou. Enfin, en tout cas, moi, Mm. j'ai après avoir parlé avec plusieurs personnes sur ce sujet. Enfin, vos souvenirs sont forcément liés. Et puis si un jour, bah Ouais, voilà, tu te sépares, que c'est un peu triste ou quoi, tu te dis ouais. Bah, après, t'as bien vécu. Puis on grandit en voyageant, et on grandit beaucoup pendant les ruptures. Hein. oula. Ça- non, non, mais voilà, on apprend à se découvrir un peu dans l'adversité aussi. Mais Ouais. très intéressant. Et donc,
donc tu t'as décidé d'investir en immobilier. Bah, il était temps. Oui. 30 minutes de podcast. Il était temps. Ouais. Bah, à vrai dire, en fait, je me suis intéressée à l'immobilier en 2019, je me rappelle, parce que j'avais, bah, pour la première fois, d'ailleurs, c'est marrant, ça, c'est un peu un mythe du nomadisme digital. Tout le monde me dit, mais t'as trop d'argent pour voyager. Comment tu fais pour être toujours à Bali, à machin et tout? Et moi, il y a un truc que les nomades digitaux disent souvent, enfin, ou en tout cas, les expats, c'est, justement, je vais vivre à Bali parce qu'en France, c'est trop cher. Et c'est un peu Ouais. ça, enfin, dans le sens où c'était pas la raison. Mais en fait, j'ai jamais autant mis de côté que quand je vivais à Bali, où même si tu payes les billets d'avion, bah, ils sont amortis et la vie là-bas coûte moins cher. Après, moi, je suis très, très peu dépensière. Enfin, j'ai toujours été hyper économe, tout ça. J'aime pas trop m'acheter des fringues et tout. Donc, voilà, je voulais toujours épargner. Et puis, à un moment, je me suis dit, bah, ok, j'ai de l'épargne, je vais peut-être en faire quelque chose, quoi. Donc, c'est là où je me suis intéressée à l'ancien. Et puis, justement, en 2019, justement, je me suis dit, oh, laisse tomber, c'est trop compliqué. Et puis bon, à l'époque, j'avais je sais pas combien de croyances limitantes, tout le monde qui me parlait de la chaudière qui allait péter quand j'étais à l'étranger, comment j'allais faire et tout. Donc j'avais Ça arrive, ça m'est arrivé. ouais, mais T'inquiète. bon, tu vois, avec le recul, je me dis L'important, c'est que le locataire c'est que n'ait pas ça. votre numéro. Mais ouais, c'est ça. Non, mais et du coup, ouais, voilà, j'avais un petit peu mis de côté, mais c'est venu, voilà, par rapport à, je me suis dit comment placer mon argent. Ensuite, ces fameux impôts qui sont tombés. Et là, parce que voilà, j'avais pas été prélevée à la source. Et là, c'était pendant le Covid, et j'ai commencé à chercher comment payer mon impôt. Et je suis tombée sur plein d'options, dont le Pinel. Et là, il y a un conseiller en gestion de patrimoine. Il est venu 3 fois chez moi. Bah pendant le Covid en fait, et il m'a présenté des projets et tout, et puis à l'époque ça me rassurait, je me suis dit mais c'est trop bien, clé en main, rien à faire, je peux partir à Bali l'esprit tranquille. Et du coup de fil en aiguille, j'ai investi donc en Pinel, bah vers chez moi, vers Chambéry, pour le coup au début me présenter des projets à l'autre bout de la France, mais bon au moins ça voilà, j'ai pu m'y Au moins, rendre. Et puis t'as vu l'endroit. ouais, j'ai vu, et puis du coup j'avais la gestion du bien. J'ai très peu de travaux, mais voilà, j'ai géré le peu de travaux que j'ai eu, enfin mettre une cuisine. Et puis ouais, effectivement j'avais la gestion locative. Donc concrètement j'ai vu qu'en tout cas pour un bien c'était vraiment pas la mer à boire. Mm. Maintenant pour plus, je dis pas, hein, je délègue, mais et voilà. Et je sais pas si j'embraye sur ce qui s'est passé avec ce Pinel, mais Ouais, tu peux. Donc, voilà, bah le en fait, Pinel. T'es pas la première invitée qui en a eu. mais alors Euh, ouais, un truc mais par je pense contre, l'avantage que t'as eu enfin, je sais pas à Chambéry à quel niveau sont les prix, mais en tout cas en Savoie ils sont assez élevés. Et je pense que le Pinel c'est moins grave dans les dans grandes les villes. villes où c'est élevé en tout cas. Ah bah en tout cas, alors d'ailleurs pour la petite anecdote, pour l'anecdote, j'avais mon banquier qui m'a recommandé, qui m'a appelé, qui m'a dit oui j'ai une personne qui cherche et tout, et ma locataire, j'ai mis l'annonce pour voir, je crois que j'ai eu 100 demandes, enfin j'ai eu un truc, Pour la bah location. ouais pour la location pardon, enfin de toute façon loyer plafonné tout De toute façon c'est ça. neuf et loyer plafonné, donc Il je y veux avait dire il y a vue un sur moment. la montagne enneigée, enfin c'était magnifique. Enfin même moi j'aurais trop aimé y vivre et tout. Mais bon, du coup maintenant je sais qu'ils font pas fonctionner au coup de cœur, et du coup là il m'a recommandé, et moi je sais pas si je referais parce que ça s'est bien passé, mais elle gagnait 1 200 euros. En fait elle était à 80% ou 70%. Et le loyer était à presque 800 euros. Enfin non, c'était un truc comme ça. Sauf qu'elle avait un peu d'épargne et tout. Et du coup, je l'ai choisie comme locataire. Euh, et par contre, tous les 5 du mois, enfin, je sais plus quand est-ce qu'elle devait payer, elle m'appelait à 10 heures du matin. Est-ce que vous avez bien reçu le loyer? Enfin, limite, c'était trop, tu vois. Donc, j'ai jamais eu un seul problème. Au contraire, elle était vraiment, en fait, elle avait les larmes aux yeux quand je l'ai acceptée parce que personne ne voulait lui prêter un aussi grand appartement. Bon, après, elle était toute seule. Là, c'était un T3, mais bref. Tu vois, comme quoi, bon, j'ai pas encore, je croise les doigts, eu de mauvaise expérience avec les impayés, mais comme quoi, en tout cas, dire que c'est l'exemple, enfin, comment dire, le contre-exemple aussi, qui C'est montre que l'exception qui confirme la règle, parce que moi j'en ai eu ouais. deux. Je vais faire un épisode top 10 des locataires. Oula. Et les alors je vais le dire, hein, moi c'est mon expérience, hein, c'est pas une règle, mais c'est les mères de famille qui ont tout juste ou pas assez ou des situations précaires, c'est avec elles que j'ai eu des problèmes à chaque fois. Enfin voilà, là j'ai une locataire qui paye pas, elle a payé 1 mois. Bon, la Visa le paye, hein, merci. Oui, voilà, j'allais Merci dire. l'État.
Et elle m'a dit, c'est le plus beau jour du mois, ou je sais pas, ça m'a refait ma journée, vous êtes trop, enfin, elle m'a envoyé 10 000 remerciements. Bah oui, tu m'étonnes, elle allait habiter 3 ans pour 500 Ah, euros. Donc, voilà. Et là, typiquement, ouais. bah, il y a à nouveau un gars qui m'a demandé un peu de faire, c'était même pas trop la charité encore, Mm. mais après, voilà, moi, je suis quelqu'un qui fait très vite confiance aux gens. Mm, Et mm. dans la vraie vie, dans le locatif, j'ai pas ça. Ouais. Après, ça m'a servi plein de fois. J'ai délégué plein de travaux enfin, j'ai fait plein Mm, de mm. trucs où des gens ils seraient devenus fous, avoir le peu de contrôle que j'avais sur des gens et tout. J'ai acheté des voitures revendues, souvent dans la confiance. Parfois, voilà, si Ouais. on sait, si on a la visual, c'est très bien. Mm. Tant mieux. Là, t'as aussi une bonne expérience. Mais en Ouais. tout cas, moi, je sais que maintenant, c'est triste, mais je fais plus de, Ah ouais, non, non, mais là, je fais plus de, mais c'est triste, tu vois, parce que je te dis, demain, moi, j'ai 200 000 euros, je veux lancer ma société, dont, tu sais, je change complètement de domaine, j'ai 200 000 mm. euros sur un compte, je veux être locataire pour raison X ou Y. Bah oui. Bah, en fait, tu trouves pas de logement. Mm. Enfin, moi, quand je mets une annonce, j'ai Mm. 10 messages, bah, c'est triste, mais celui qui est entrepreneur ou quoi, euh, bah, et souvent, il passe après, peut-être pas en dernier, mais il passe pas en premier. Et Ah puis, non, mais bah, pareil, hein, ouais, ouais. Moi, et ça, CDI, c'est un moyen, très quoi. bon point, Mm. je pense, qu'on peut dire si vous envisagez de lancer votre société, de changer de boulot et tout. Franchement, soyez propriétaire de votre résidence principale parce que tôt ou tard, sinon, Mm. ça va être l'enfer. L'enfer. Ou Et si vous arrivez salarié à un en truc, remote. ou salarié en remote. Non, ouais, non, mais c'est vrai. Non, Parce mais que je vais pas si, faire de la pub, j'ai rien non, non, tu mais vois, c'est bien pas ma sûr, boîte, non, mais non, mais c'est vrai que, si t'es ouais. salarié, ouais, si t'as un CDI et tout, c'est très bien. Mais sinon, je sais pas, si t'es en couple, t'as un enfant, t'as besoin de louer un Mm. truc. Si t'es, si t'es en CDD, moi j'ai un très bon pote à moi, il était interne en médecine, c'était que des CDD. Et il Mm, mm. trouvait pas de logement. Il trouvait pas de logement. Personne voulait de lui. Il disait, bah, vous Ah avez des ouais. CDD de 6 mois. Alors qu'il avait déjà un bac plus 8 ou plus 9. Mm, mm. Donc voilà, être propriétaire de ça, je dis ça parce que aussi, je viens d'acheter une résidence principale, je sais pas combien de temps je la garderai, mais c'est vrai que ça te donne quand même une sécurité. Tu te dis, voilà, surtout quand tu as de l'épargne, tu te dis quoi qu'il arrive, j'arriverai à rembourser, alors que sinon, ben, déménagement, événement de la vie, tu as besoin de bouger, Mm. t'es pas sûr de pouvoir te reloger. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais ouais, du coup, bah écoute, cette locataire, en fait, il y a un truc quand même à l'époque, c'est que quand j'ai investi en Pinel, moi, j'étais pas du tout passionnée par l'immobilier. Pour moi, c'était juste un placement. En gros, c'était livret A ou Pinel ou rien, quoi. Hmm. Enfin, ou livret épargne, bref. Et en fait, je m'étais pas du tout mise dans l'optique. J'en achète 2, même 3. Enfin voilà. Et en fait, c'est une fois que j'ai commencé à faire ça, je me suis dit ah, mais c'est cool et tout. Et je me suis dit bon bah je vais mettre une locataire et ensuite je passerai au deuxième. Donc je mets la locataire. Donc une semaine, 2 semaines après, je fais c'est bon, ça c'est voilà plié. Et là j'ai commencé à contacter des chasseurs IMO et tout. Et puis là il y en a un qui me dit bon bah, on va calculer ton taux d'endettement. Je fais taux de quoi? Enfin, j'avais à peu près vu, mais en fait moi je me suis dit bon bah je sors 400 euros de ma poche, j'épargne beaucoup de plus, donc c'est bon, il me reste de l'argent, la banque elle va rien dire. Hmm. Moi j'étais encore en mode calcul du différentiel, enfin en tout cas reste à vivre et tout. Et il me dit non mais là en fait t'es déjà, je sais plus, je devais être à 30%. C'est chaud quoi. Et c'est là où je me suis dit non mais la cata, parce qu'en fait je commençais à me passionner. En plus j'avais tous ces trucs où voyage, ça commençait, voilà, ça m'apportait pas pareil et tout, moins d'adrénaline. Je m'étais enfin trouvé une passion de ouf. Je te jure, j'étais jalouse des gens qui allaient à Casto dimanche. J'étais là, mais moi, j'aimerais trop pouvoir avoir un bien à rénover comme eux. Mais en gros, je me suis mise dans une situation où j'avais tout. J'avais, enfin, tout pour bien investir, dans le sens où j'avais le temps, grâce au salariat en remote. J'avais de l'épargne, j'avais, Les enfin compétences, bref, le les CDI, connaissances, en tout cas ouais, théoriques. et puis surtout le CDI depuis 3 ans. Enfin voilà, la Hmm. banque. Et en fait, j'étais allée dans le truc le moins rentable et le taux de rendement machin. Donc grosse C'était période. combien l'appartement, tu peux nous dire?
Ah ouais, je l'ai acheté 230, je crois, et je l'ai 235, je sais plus. Ah ben non, j'ai pas de payer. En fait, j'ai eu la chance, j'ai pas payé de frais de notaire. Ça, c'est une amie qui m'a conseillé ça. J'ai payé 0%. En fait, ils étaient à, tu sais, à 2,5, je crois, dans le neuf, et tu peux même les négocier. Donc ils m'ont fait cadeau des frais de notaire et je l'ai revendu 265. Sauf que du Donc, coup, quand tu le revends, ils estiment que tu as payé des frais de notaire. Donc en gros, j'ai pas payé d'imposition sur la plus-value. Bref, tu vois, ok. entre les frais d'agence, les machins. Donc, je sais plus, on devait être à, ouais, enfin, amortissement, je sais plus si c'était 230 ou 235. J'avais calculé à peu près 25 000 de plus-value plus l'amortissement, enfin, le loyer qui était rentré. Ok. Et Donc en fait, ouais, au bout de un peu quelques plus de mois, tu 30 t'es dit, 000. je suis trop endetté, il faut que je vende l'appartement et tu l'as mis en vente, Alors, c'est ça? pendant un mois, j'ai eu un gros moment de c'est bon, c'est fini, l'immobilier. C'est pour ça aussi Mm. que je parle beaucoup, enfin, 16 apparts et tout en un an, tu vois, je me suis dit, putain, je vais pas faire prétentieux, mais c'est vraiment, j'étais en mode pour rebondir et repartir sur ces apparts, je vais mettre 10 ans. Je me suis dit, je me suis mise dans un truc catastrophe parce que du coup, il faut que j'attende que la locataire, elle parte pour le revendre. D'ailleurs, j'avais même un peu fait comprendre que si elle voulait, je lui donnais de l'argent pour qu'elle parte, pour que je puisse revendre le bien. Finalement, j'ai trouvé un couple de retraités qui voulaient un appart, ça ne le dérangeait pas qu'il soit loué, donc qui a acheté le Pinel. Et voilà. Et du coup, je me suis remotivée. Je me suis dit, vas-y, je le vends. Au pire, d'ailleurs, je m'étais dit, tant pis si je le revends à perte, même si perds 10 000 euros, je veux m'en débarrasser. Je repars à zéro Mm. d'endettement. Et ça y est, j'achète un immeuble et tout. Effectivement, entre-temps, je me forme. Donc là, je comprends que effectivement, Chambéry, c'est cher. Il faut s'éloigner un petit peu. Il faut aller chercher de la coloc, du Airbnb, enfin des immeubles pour que ça soit rentable. Parce que tu sais, moi, j'étais sur le schéma classique, machin, T2, plein centre-ville de Chambéry. Enfin, mais bon, la rente à 10%, tu l'as pas comme ça. Et là, du Tu l'as, mais en coup, 2 ans ou en 3 ans. ouais, voilà. C'est ça, ouais. Ouais, ouf. Après, le Airbnb, voilà, c'est un peu tout le dilemme, hein. Là, par exemple, Mm. je regarde pour faire du Airbnb à Chambéry, je pourrais arriver à des rentes pareilles que les immeubles, Mais avec mais... le Pinel, tu peux pas, je pense. Tu Ah peux oui, pas le faire de Pinel, non, c'est Airbnb mort, là-bas. ouais. Ah Mm. oui, oui, non, le Pinel, oui, on oublie, Ok. ouais. Après, voilà, ouais, le Pinel, bon, bref. Et du Au coup, bout de combien j'ai de temps comme... t'as revendu l'appart? Franchement, je crois que c'était 7 mois. 7 mois. 7 mois entre le moment où j'ai vraiment eu les clés, où elle a emménagé, ouais, plus ou moins. Le temps de faire le compromis, tout ça. Donc, entre-temps, j'avais recherché des biens. Donc là, à peu près au même moment où j'ai revendu, j'ai aussi signé un acte authentique pour, enfin, la vente d'un T3 pour faire de la coloc. Donc, j'ai transformé en T4. Ok. Des galères de travaux. Alors là, par exemple, tu vois, là, les travaux, j'ai un peu tout eu. J'ai pas encore trop d'avis sur la question. Pre- euh, Première cuisine en Pinel, je prends un artisan, micro-entreprise, site internet, photo Facebook recommandé, tout ça. Le mec m'avait fait une fausse facture. Donc en fait, son entreprise était radiée. Ça, j'avais pas regardé. Donc il m'avait posé la cuisine n'importe comment enfin j'ai eu la chance, je l'avais pas payé, j'avais rien payé. Par contre du coup il m'avait déglingué des portes de cuisine et tout, donc j'ai dû reprendre quelqu'un et repayer quelques portes de cuisine pour le remettre. Mais tu vois, j'étais un peu traumatisée des artisans, c'était ma première expérience. Mm. Deuxième expérience, j'ai pris l'entreprise tout corps d'état, truc bien, chef de chantier machin, pareil, 4 mois de retard, l'entreprise pareil, dans mon malheur, j'ai pas payé la fin et en fait l'entreprise a fait faillite juste après qu'ils aient terminé les travaux. Mais du coup, bon, j'aurais préféré qu'ils les payaient. Enfin, je crois qu'on parlait de Mm. 2 000 euros et qu'ils terminent plus tôt. Enfin bref, c'était voilà. Et là, du coup, j'essaye de faire le max de travaux et je passe. Enfin, je pense que tu sauras mieux dire comment, enfin, les bons conseils des artisans, mais je trouve que ce qui fonctionne le mieux, c'est les micro-entrepreneurs, idéalement à la retraite, enfin, tu vois, qui font ça à côté, quoi, qui n'ont pas des gros chantiers, qui sont assez dispo. Et j'essaie de faire le max parce que déjà j'adore ça. Je me suis rendu compte que je kiffais trop, c'était hyper satisfaisant. Mais même en fait, il y a des artisans, ils sont pas dispo avant 5 mois. Bon, ils sont souvent très chers, mais même au-delà de ça, il y a de la dispo, quoi. Et puis en fait, ça me prend tellement de temps de les relancer parfois et tout que des fois je me suis dit je fais moi-même. Mais c'est surtout Ok. que j'adore ça en fait. Je sais pas si toi tu fais tes travaux. Alors c'est assez intéressant tout ce que tu dis en fait parce que parfois moi j'ai eu pas mal d'appartements avec un associé et parfois on a notamment c'était un de nos premiers chantiers, on avait un artisan et on l'a toujours hein, et franchement on en est plutôt content. Mm. En fait son devis c'était la moitié du prix des deux autres qu'on avait eu. C'est simple, c'était Ouais. et
Et en fait, le gars, il était un peu genre, tu sais, il nous avait fait un devis. Et donc, nous, on le signait et lui aussi, il signait. Parce que, enfin, c'était l'idée, enfin, pas qu'ils te disent après, non, en fait, le devis sur lequel on s'était mis d'accord, c'était pas celui-là et tout. Et le gars, il tardait à le faire et tout. Et puis mon pote, il pétait un plomb. Et après, au bout d'un moment, on a eu parfois des petits suppléments. Voilà, le gars, il a vu des trucs. Il a dit, ouais, je vous fais un coffrage pour des tuyaux et tout. Et je lui dis, mais lui, au moins, c'était sûr qu'il était pas cher. Après, le boulot, et il bosse plutôt bien, quoi. Mais après, tu peux pas lui demander d'avoir, quand il coûte la moitié du prix, d'avoir une secrétaire pour relancer les trucs. Et au moins, t'es sûr que c'est pas cher. Alors que les autres, t'es sûr que c'était cher et le reste, t'as toujours pas de garantie. Ouais, c'est Et ça. pareil, Ouais. il y en avait, c'était des mois, c'était du 8-9 mois. Donc souvent, je contacte aussi des gars comme ça, un peu, surtout pour des petits trucs, des Ouais. Sur micro-entrepreneurs ou Lidl. des... Ah ouais, sinon il y a Lidl, pas le et- voisin, tout ça. ouais, voilà, des trucs comme ça. Franchement, c'est bien utile. Et moi, après, moi, j'ai pas mal enfin, beaucoup de biens en gestion locative. Et mon gestionnaire, il a un peu voilà, il te propose des hommes à tout faire. Donc, en fait, ça, c'est un peu la gestion locative, c'est quand même cher, faut dire ce qu'il y a. Ça, enfin, ça coûte dans les 7% TTC. Et enfin, en tout cas pour moi. Après, ça dépend des gens. Mais tu vois, rien le gars, il te donne un bon gars comme ça sur un chantier à 15 000 euros. Bah, en fait, en gros, il t'a remboursé 3 ans de gestion locative, tu vois, par rapport à si toi tu payais 20 ou 25 000 ou si t'avais un mauvais gars. Ah bah oui. Donc rien que pour ça, ton gestionnaire locatif, il a quand même pas mal de valeur. Mm. Et, euh, et oui, donc et après, faut beaucoup relativiser. Bon, moi j'ai pas mal délégué parce que c'est vrai que j'ai pas le temps et j'ai des biens un peu partout. Mais là, pour mon appart, typiquement ma RP, là, j'ai fait pas mal de trucs moi-même. Bah, en fait, ce qu'il faut, c'est les bons outils. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Tant que t'as pas les bons outils, tu Ouais. galères. Tant que t'as pas la bonne clé, le bon truc. Mais après, une fois que t'as le bon matos, t'es bien. Mm. Et c'est vrai Ah que c'est bah très là, les allers-retours satisfaisant. à Casto, je connais. Hein. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est aussi un élément clé. Et tu vois, parce que Ouais. quand t'as des devis des artisans, tu te dis non, mais franchement, il abuse, il mettra jamais autant de temps à faire ça. Mais rien qu'à aller au magasin, Mm. moi, j'oublie tout le temps des trucs. Quand j'y vais, alors peut-être je suis un con, mais quand j'hésite, je prends souvent les petites pièces, je les prends toutes, ou tu vois, les vis, les trucs, les charnières. Bien sûr, je perds le ticket, ou donc je les ramène jamais. Donc, Ouais, on est voilà, pareil. le, Ouais. l'artisan, lui, ben, il sait quoi acheter, il a son fournisseur, il fait son truc, et puis, Mm. mais, Ouais, et puis les mais finitions, c'est quand même une technique aussi, je trouve. Enfin, ah moi, ouais, je bah, pense que c'est je fais sûr, des hein. trucs. Voilà, ça va, mais je suis sûre que ça pourrait être encore mieux, 1000 fois Ah mieux. ouais. C'est même pas, c'est bête, mais des trucs de peinture, tu vois, passer le rouleau, je trouve que, enfin, c'est pas, Quand c'est un vrai peintre, ça se voit, hein, ça se voit voilà, que, exactement, tu vois. Oui, je le fais, mais après, t'auras jamais le même rendu, quoi. Mais hmm. ouais, donc c'est bien. Mais en fait, moi, je voulais aussi. Enfin, je trouve que c'est vachement bien de faire soi-même parce que quand je regarde, j'ai validé des devis pour mon premier investissement. Je savais même pas ce que c'était, tu vois, genre Hmm. ratissage, machin. Et là, je sais que effectivement la Hmm. peinture c'est cher, mais parce que ça prend beaucoup de temps. Enfin, toute la préparation des murs. Et j'avais envie d'avoir ce contrôle pour être capable de challenger des devis. Tu vois, même sur l'électricité, même si j'ai jamais fait, aujourd'hui, je suis capable de dire non mais ça sert à rien ou on le met pas ou machin. Euh, et ça, je pense que je ferais sûrement pas les travaux, pas autant en tout cas pour les prochains, mais que c'était essentiel de commencer. Ok. Ouais. En fait, on n'en est pas. Donc, sur les réseaux, si je me trompe pas, tu te présentes en digital nomade et que tu as acheté Ouais. 16 appartements en un an. Donc voilà, moi je disais que j'en achetais 5 par an. Petit joueur, donc toi tu as acheté 16 appartements en un an. Bah, tu peux nous raconter un peu l'histoire, comment on en arrive Ouais. de un Pinel, donc le truc le plus Oula, passif, ouais. le moins rentable, moins de Grand écart. travaux, Mm. à 16 appartes. Ouais, et bah écoute, comme on en parlait avant, j'avais pas du tout prévu d'acheter 16 apparts en un an, mais alors vraiment pas. En fait, à la base, je cherchais donc des immeubles parce qu'effectivement, je trouvais que c'était beaucoup moins chronophage. Enfin, tu vas une fois chez le notaire, une fois chez le banquier. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant le faire pour plusieurs. Et avec le recul, je suis d'autant plus contente que je vois que la copro, c'est quand même assez pénible. Et voilà, à chaque fois que tu veux un truc, tu sais pas les travaux qui vont tomber. Et puis, bah, pour le Airbnb, par exemple, faut toujours avoir l'accord. Donc, il y a ces avantages-là. Et en fait, je cherchais, j'avais mis toutes mes alertes sur le Bon Coin, sur Se Loger, aller à 300 000, 350 max, mais en mode, je vais négocier, quoi. Moi, je voulais un projet à 250 000. Donc, en fait, j'ai visité au moins plus de 10 immeubles à
allez, on était autour de 5 silos. Je cherchais idéalement que de l'habitation. Et voilà, j'avais pas du tout prévu. Et là, un jour, mais d'ailleurs, en fait, c'était avant de partir à Zanzibar, je m'étais dit, je prends pas mes billets tant que j'ai pas trouvé d'immeuble, parce qu'en fait, je me suis dit, je vais repartir. Donc pendant un mois, je vais être à l'étranger, je vais pas pouvoir visiter. Le temps que ça met pour lancer le compromis et tout, ce serait tellement bien si j'avais trouvé un truc et ensuite je pars. Et d'ailleurs, à Zanzibar, je gérais les diagnostics. Je me rappelle, j'ai appelé les diagnostiqueurs sur la plage. Enfin, c'était n'importe, voilà. Et du coup, je vois cette alerte de 16 apparts, de 15 apparts, pardon, puisque du coup, j'avais acheté un T4 en plus, c'est pour ça qu'il y en a 16. 15 apparts, donc en fait, ces 2 immeubles, ils sont mitoyens. D'ailleurs, actuellement, je loge dans un des apparts. Donc, il y en a un qui a 11 appartements, l'autre qui a 4 appartements, et ils étaient vendus par le même propriétaire. Et puis je regarde comme ça, tu vois, c'est le projet, il était affiché à 624. Je regarde, je fais ah ouais, j'aime bien savoir ce qui se passe et tout, donc je regarde rénover à chaque départ de locataire, quasiment tous loués, tout ça. Je fais oh là là, trop bien, celui qui peut visiter ça, il a trop de chance et tout. Puis là, je ferme mon téléphone et puis bon bah comme je suis, enfin je pense qu'on est un peu tous pareils, le truc cogite et tout. Je me dis vas-y, je vais quand même appeler, c'est quand même bizarre et tout. Donc là, j'appelle l'agent et tout. Et puis, finalement, je pouvais pas raccrocher en disant je verrai. Je dis bon, je veux le visiter. Donc, on prévoit une visite le vendredi, donc 2 jours après. Et là, pour le coup, c'est ce que je disais, ça devait être à 14h, donc trop bien, télétravail. Pour moi, j'avais pas trop de contraintes. Donc, j'y vais. Et en plus, j'y vais, je fais l'aller-retour et je crois qu'il me fait visiter 2 appartes. Et en plus de ça, il y avait un mec avec nous parce au dernier moment, il me dit oui, j'ai une autre personne qui est venue. Et là, le mec, il me dit, on discute à la fin et tout, tous les 3. Et puis le mec, il dit oui, je suis marchand de biens. En gros, il dit devant moi, j'ai le cash pour payer cash. Je sais pas quoi, j'ai une société. Tu sais là, les sociétés où il y a participation un peu de chacun qui achète. Enfin, je sais pas si c'est une SCPI ou c'est un truc un peu un fonds d'investissement. Enfin, j'ai pas tout compris. Tu vois, moi d'ailleurs, j'y comprends. Je connaissais pas grand chose sur toutes les solutions de financement. Alors moi, j'étais là et je me disais non mais en fait, qu'est-ce que tu fous là? Mais enfin vraiment, je veux dire, à côté des mecs comme ça. Non, mais si tu vois qu'il est là, lui, c'est que t'es au bon endroit. C'est ça qu'il faut te dire. Mais ouais, déjà, par contre, avec le recul, je me dis marchand de biens, c'est bizarre. Le truc, il est quasiment tout loué. Donc, c'est-à-dire qu'il revend avec le locataire en place et tout. Et je me dis, mais tu sais, j'avais limite honte. Je me dis, mais en fait, j'ai fait perdre leur temps aux gens, mais je suis pas du tout je suis dans la cour des grands, là. Enfin, tu vois, je m'en voulais. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis allée visiter ça? J'ai fait perdre son temps à tout le monde. Et puis, au final, j'ai fait une offre. Donc, je l'ai faite à 600. Parce qu'il y avait quand même un petit peu de travaux, donc en gros l'enveloppe travaux, parce qu'il y avait 2 appartes vides à refaire. Finalement les jours passent et tout, et puis c'était un agent. Alors il faut savoir, après j'ai eu beaucoup de galères, surtout sur la période d'achat. C'est-à-dire qu'en fait d'ailleurs toutes les galères qui m'arrivent maintenant, pour moi, j'ai tellement galéré avant que je me dis c'est pas grave, au moins j'ai les immeubles. Donc après s'il faut faire des réparations, des machins, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais je les vis mieux. Et c'était un agent, j'ai l'impression qu'il était un petit peu partisan du moindre effort, donc il avait pas trop envie de se. Sérieux, il y en a. Non. Voilà. Non, mais vraiment, il y a des trucs où il me disait, je vais faire l'effort de venir, ou les diagnostics, c'était à moi de gérer. J'ai dû faire venir la mairie pour les trucs assainissement. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, en gros, je pense que, je suis pas sûre, hein, mais je pense qu'en gros, il avait peut-être pas fait 10 000 visites. Donc, il a fait passer mon offre. Finalement, je l'ai eu à 608. Et là, je sais pas, je me dis, je vais tout donner et je vais aller voir la banque. Donc, alors, je suis passée par 2 courtiers. En fait, T'as acheté toute seule ou avec ton conjoint? Alors, en fait, à la base, j'étais partie pour acheter toute seule parce que mon conjoint, il est pas du tout passionné par l'immobilier. Jusqu'à maintenant, j'avais investi toute seule, donc en nom propre. Et là, donc, je fais les simulations et puis je me rends compte que, ça va pas du tout en nom propre. Donc, il faut que je crée une SCI. Et du coup, j'ai demandé. Fallait m'appeler. C'est même pas, c'est 40 000 € l'appart. Ouais. Non, mais du coup, mais alors j'ai appris entre temps que tu pouvais créer ta société. Ça, je m'y connais pas encore assez, mais pour t'associer avec. Mais à l'époque, je me dis, il me faut quelqu'un pour m'associer. Donc, je suis allée voir mes parents qui sont des flippés de livres. Enfin, eux, ils ont jamais eu. Non, j'exagère. Ils sont pas. Maman, 600 000 €, ça vous dit? À l'époque, non, mais à l'époque, maintenant ils sont. Enfin, c'est ouf. Maintenant, mon père, il met trop dans les travaux, il m'encourage de ouf et tout. Mais à l'époque, je me suis dit concrètement, comment ça va passer, quoi, la négo là, ça va être compliqué. Pour leur dire, est-ce que vous pouvez investir avec moi dans 600 000, sachant qu'en fait, je leur ai demandé d'avoir 1% départ. En fait, je voulais juste quelqu'un qui puisse créer la SCI avec moi. Et mon conjoint à l'époque, il était, je crois, il était en reconversion. Je sais plus
plus s'il était en CDD ou en freelance, mais je me suis dit, bah, c'est quand même mieux d'aller voir la banque, 3 CDI, ma mère, elle est fonctionnaire, voilà, c'est sûr que ça m'a vachement aidé. Par contre, je voulais pas qu'ils mettent un seul centime dans le projet, donc j'ai mis tout l'apport nécessaire et tout. Je voulais surtout pas, et j'avais besoin quand même de quelqu'un pour créer la SCI. Et franchement, ils ont accepté. Donc j'étais hyper surprise, mais ils ont accepté. Et du coup, effectivement. Et tu l'as fait en SCI par rapport à la fiscalité des Yes. locations ou par rapport parce que souvent les banques elles calculent différemment les endettements en fonction de. Alors à l'époque, il me semble que c'était le moment où la SCI elle commençait à basculer dans le calcul classique. Tu vois, ils m'ont dit maintenant on fait plus d'exception. Donc non, j'ai pas eu de. C'est juste que du coup, comme il y avait 3 dossiers, ça renforçait. Et trois dossiers. Alors par contre, effectivement, je suis allée voir les banques avant le compromis, et là tout le monde était, oh, mais c'est génial, il faut qu'on s'associe, machin. Enfin, tu sais, là sur le ton de la rigolade, mais genre en mode, moi je me suis dit, bah, tranquille et tout. Il y en a au moins 5 qui me disent oui. Je suis allée voir tous. Crédit Agricole, ma banque, Crédit Mutuel, enfin la banque postale, tout. Et aussi, je suis passée par 2 courtiers au cas où. Tu vois, je voulais tout activer. Et j'étais assez contente parce que ces courtiers-là, ils m'ont dit, en gros, il y en a même un, il m'a dit, il y a pas mieux que toi pour défendre le projet. Parce que tu sais, je savais pas, je disais, est-ce que je passe par un courtier? Est-ce que je fais moi? J'avais trop peur de me planter. Et en gros, il m'a dit, si tu veux, moi, je m'occupe de telle banque. Et telle banque, j'ai aucun partenariat avec eux. Donc, si tu veux, tu les fais elle. Et puis, on s'arrange, quoi. Et puis, on se tient au courant, tout ça. Donc, on a fait comme ça. Et puis, au fur et à mesure, c'était le fameux taux d'usure, tout ça, le début des restrictions, banque après banque qui me dit non. Donc là, j'étais vraiment tombée de haut parce que j'avais fait que 2 investissements entre le Pinel et l'autre qui était un petit projet. J'avais acheté 60 000 hors travaux. J'avais jamais eu de refus de ma vie. Je fais une toute petite coupure. On a eu un petit souci technique à ce moment-là de l'enregistrement, mais on reprend tout de suite avec Claire. C'est bon. Donc on a un petit souci technique. 14 jours avant la date butoir, la date d'échéance du compromis, un nom de la banque. Ouais, souci technique, littéralement, à cette époque aussi, ouais. Donc, nom de la banque, ma dernière carte, on va dire, sauf le courtier, puisque c'était ma banque. Et en fait, ce qu'ils m'ont conseillé, c'est d'aller voir une autre agence de la même banque. Donc, c'est ce que j'ai fait. Au début, je me suis dit, laisse tomber, ça va être tous pareil. Et en fait, même eux, en fait, ils avaient un calcul différent. Donc, il y a une banque qui se disait, il y a les loyers les apparts sont quasiment tous loués, donc on prend 100% des loyers. L'autre banque qui en prenait que 70. Donc, en fait, concrètement, si à mon humble échelle, je peux vous donner un conseil, allez même voir plusieurs agences au sein de la même banque, parce que je vous apprends rien, un interlocuteur, là pour le coup c'était un directeur d'agence en plus, donc il y avait pas toutes les échelons à valider tout ça. Donc j'ai reçu l'offre de prêt la veille ou même le jour même de la date butoir, mais comme je disais, en 14 jours ils t'ont fait une offre de prêt, c'est quand même impressionnant. Ouais, du coup, donc un truc de ouf. Autant il y a des banques qui mettaient 2 mois à me faire une offre, et là il a mis 5 jours. Donc comme quoi, voilà, pour le coup, tout se joue sur l'interlocuteur. On peut avoir une offre en 5 jours à 600 000 euros. Ok, et donc c'était pour toi, c'était la SCI avec tes parents. Ouais, c'est ça. C'était la SCI avec mes parents. Alors par contre, effectivement, j'ai dû mettre de l'apport. En gros, le projet total, frais de notaire, travaux inclus, on est à 681 000. Mais même moi, ça me paraît ouf. Jamais j'aurais pensé lever autant. Et voilà, le banquier, il m'a dit, il avait un peu plus la fibre investisseur. Il m'a dit, concrètement, c'est rentable, quoi. Les loyers, là, c'est même loué, ça rembourse déjà largement. J'ai en plus un différé, donc. Mais même quand j'aurais pu le différer, ça rembourse déjà largement plus. Et il a compris enfin, quelqu'un qui comprenait enfin moi. Et du coup, 681 000 total. J'ai dû mettre 50 000 euros d'apport. Donc voilà. Le notaire en fait. Je sais plus. Ouais, je crois que c'était 43 000 de notaire. En fait, c'était fait. J'avais fait tout un business plan. J'avais tout imprimé. J'avais envoyé un PDF. En vrai. Et j'avais mis mes chiffres. Et j'avais mis 50 000 euros d'apport, parce que en général, ils me demandaient plus dans les autres banques. Donc j'avais un peu mon truc, et ils ont tous fait le calcul à partir de ça. Donc en fait. Je pense que la prochaine fois, je mettrai 100 000 euros d'apport, je leur ferai tout. Et puis du coup, en fait, je leur ai mâché le travail, et je pense qu'ils ont aimé, quoi. Après, il y en a qui m'ont dit, non, faudra mettre un peu plus, mais là, c'est passé. Ouais, c'est vrai que tu proposes, c'est
quand tu proposes un truc, que tu donnes un chiffre, eh ben c'est toujours plus simple. Les gens après, ils vont toujours faire au moins en fonction de ce chiffre. Il y a un biais de comparaison. Alors que si tu proposes rien, moi ça m'est arrivé une fois qu'une banquière elle me dise pour l'apport vous mettez 140 000 euros, ça vous convient? Et là je lui dis bah on va peut-être un peu discuter. Donc voilà, ok. Donc, et tu peux nous dire un peu les chiffres, combien ils rapportent, combien il va rapporter? Ouais. Là, c'est encore un peu provisoire parce que justement, j'évolue beaucoup. Et à un moment, je me suis dit, on m'a dit oui, ça fonctionne bien le Airbnb. Je voyais tous les chiffres des gens qui font du Airbnb, donc je me suis dit, en fait, il y en avait 4 qui étaient vides. Donc, au début, je voulais en mettre 2 en Airbnb pour tester. Et finalement, il y a un moment où je me suis dit, vas-y, j'en mets 4 parce qu'en plus, il y avait des T1, T2, donc je voulais un peu essayer les deux formats. Et là, en fait, après, je vais donner les chiffres, hein, mais je commence à changer un peu. Je me rends compte qu'il vaut mieux avoir des loyers un peu plus faibles, surtout dans la phase où je suis, c'est-à-dire beaucoup de travaux. Voilà, j'ai pas trop le temps que ça s'installe bien, plutôt que d'aller chercher la course à la renta et du coup, voilà, de mettre plus de temps à les décorer et les meubler. Tu vois, je me suis dit, vaut mieux que je sécurise un peu, ne serait-ce qu'aussi pour les prochains investissements où la banque, elle aime bien que tu aies des loyers fixes. Alors, du coup, les loyers estimés, en gros, si je louais, là, tout est loué en nu, sauf un que je viens de mettre en meublé, justement, où je voulais le mettre en Airbnb, donc je l'avais meublé et j'ai changé d'avis. Alors, si tout était loué en nu, attends, parce que du coup, quand je l'ai acheté, je crois qu'on était à 6002 sachant qu'il y a 4 parkings en plus qui sont loués, je crois, à 30 €. C'est pas hyper élevé. 6200 de loyer hors taxe. Là, du coup, hors charge, tu veux dire? Ouais, hors taxe, hors charge, ouais. Et là, du coup, j'avais estimé à peu près. Alors, j'avais visé quand même assez bas en Airbnb parce que c'est pas non plus une ville hyper touristique. Et puis, surtout, je voulais pas être trop optimiste. Mais en gros, on était à 7002, 7005, je m'étais dit. Après, frais de conciergerie, hein, parce que je trouve que j'aime bien les enlever, sinon ça falsifie un peu. Donc, on était sur une renta à peu près à 13% brut et 10% net. Ça fait quelques mois que j'ai plus calculé les chiffres, mais en gros c'était ça. Sachant qu'il y en aurait 2 en Airbnb, mais voilà, comme je te dis, là je pense que c'est sûr que j'en mettrai 2, ne serait-ce que pour moi c'est hyper pratique d'avoir un pied-à-terre dans lequel je peux revenir. Voilà, si je suis sur place. C'est vrai, c'est pas idiot. Ça c'est vraiment bien. C'est loin de ta zone d'origine, mais au moins vu que tu as cet avantage du travail en remote, c'est pour les chantiers, c'est top. Et puis il faut pas oublier que j'ai pas de logement, c'est-à-dire que comme on est nomade, non, mais après là c'est le projet, tu vois. Mais à Chambéry, on avait la chance d'avoir de la famille qui sont parfois beaucoup en vadrouille aussi, tout ça, en voyage. Donc ils avaient la mère de mon conjoint qui pouvait nous laisser son appartement, parfois plusieurs mois. Mais en soi, on n'a même pas de location nulle part en fait. Donc c'est un peu, moi j'aime bien. Hein, je suis sur place pour les livraisons, tout ça, tu peux récupérer. Trop pratique. Ouais. Ça change tout. Top. Donc, ouais, tu rembourses, t'as quoi? T'as un prêt à 3000 euros à peu près? 3040. Alors, ça, pour le coup, je m'en rappelle pas exactement. Ouais, 3047 à assurance incluse. Et là, j'ai un différé. Donc, je rembourse à peu près 740 € de mensualité ça fait mal. Tu te rends compte la hauteur des intérêts, mais bon, c'est. Ouais, encore là, si je fais le calcul vite fait, t'as dû avoir un taux entre 1,51 et... Ouais, 1,51, ouais. Ah ouais, tu calcules de tête comme ça. 600 fois 1%, ça fait 6000. Ça fait. Ouais, mais c'est pour ça, moi, je suis comptable à la base. Hein. Ok, top. Par contre, je pourrais pas te dire. Là, j'oublie complètement les couleurs de tout, même mes propres meubles et tout. Il y a plein de trucs. Chacun son truc. J'ai une super bonne mémoire pour des trucs, mais pour d'autres, c'est pour ça que j'ai toujours des brosses à dents roses, parce que personne n'a des roses, et moi, je sais toujours que c'est la mienne. Voilà. Top. Et donc, il y avait combien d'appartements à refaire là-dedans? Alors il y en avait 4 de libres, 2 à refaire, vraiment tout refaire quoi. Et par contre entre-temps, et c'est aussi pour ça tu vois que j'ai un peu changé de stratégie, il y en a un qui s'est libéré et là il était à refaire. Alors il y a un petit peu moins de travaux parce que ce qui est plus chiant c'est la salle de bain, et là pour le coup la salle de bain c'était juste un peu de faïence. Mais il y a je me suis rendu compte vraiment un truc qui m'a marqué, c'est je me suis rendu compte que c'est
c'est pas grave si t'avais, tu vois, quand je regardais, je faisais mes BP, je me disais, ah, bah, si telle personne, elle part, je pourrais augmenter le loyer de temps, en gros, ce serait bien, quoi. Mais en fait, là, je me rends compte qu'avoir des locataires bien, qui payent et tout, enfin, c'est précieux. Et tu vois, bah, typiquement, là, c'est bête, mais comme je suis sur place, je vérifie que c'est toujours bien nettoyé. S'il faut, je nettoie les parties communes. Bien sûr, c'est pas le but, c'est pas de le faire, hein. C'est pas de le faire à terme, mais tu vois, je me suis dit, bah, plutôt que d'augmenter les charges et de prendre des sociétés de nettoyage, bim, tout de suite quand j'arrive en tant que propriétaire, je trouve que voilà, le but, bien sûr, c'est d'avoir la renta la plus haute pour pouvoir continuer d'emprunter, mais finalement, au début, je comprenais pas trop. Je me disais pourquoi avoir des locations vides, quel intérêt quand tu peux booster ton loyer. Mais tu vois, maintenant, je comprends. Bah, moins de turnover. Il y en a, ça fait des années qu'ils sont là. Ils ont même fait des travaux à leurs frais dans les appartes. Et je change un peu aussi à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'ai très peu de locations courte durée. J'en ai que 2. Et c'est pas sans raison. Et c'est vrai que c'est pareil entre quand tu refais tout un appart. Enfin, après, ça dépend combien tu le refais. Mais si tu payes, je sais pas, 15 000 euros de chantier pour refaire cuisine, salle de bain, un peu le sol, quelques trucs. T'as beau augmenter le loyer de 100 euros jusqu'à récupérer tes 15 000. Et puis une fois que tu les auras récupérés, tu sais pas Mais oui. tu sais pas ce qu'il en reste, quoi, de ta salle de bain. De ta salle de bain que t'as refait. Donc, c'est vrai qu'avoir des biens qui sont loués, sans trop gros travaux, c'est super, super précieux. Ah bah, de toute façon, la banque, elle aurait jamais voulu si c'était, et moi, d'ailleurs, je serais jamais partie sur un truc avec des plateaux, avec 15 lots à créer, même si on était sur le même niveau d'emprunt, hein, ou alors des appartements vides. Ça m'aurait fait trop peur. Là, c'était vraiment le fait que ça tourne qui m'a donné envie d'y aller, quoi. Et puis la banque, ça l'a rassuré de ouf. Bah, tu m'étonnes. Et les travaux, tu peux nous raconter un petit peu donc, je suppose, comme beaucoup de gens, avant d'avoir des apparts, tu savais rien faire. Ah non, mais vraiment littéralement. C'est-à-dire que bah pour le coup, j'ai jamais eu ma résidence principale. J'ai même pas été. Enfin si, j'étais locataire au Brésil, tout ça, mais je savais même pas les différences. Est-ce que t'avais déjà fait un trou? T'avais déjà utilisé un. Non, jamais. Okay. Mais encore, d'ailleurs, la perceuse, c'est le genre de truc, ça me saoule un peu parce il y a tellement de vis, tellement de. Trop chiant. Ouais, toi, c'est le genre de truc que je délègue. Mais ah non, mais vraiment rien du tout. Et en fait, au début, on m'avait dit, tu verras, c'est plus facile que ça n'y paraît, quoi, en gros. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que bah comme plus tu fais, puis tu te dis c'est une sorte d'art plastique plus. Enfin, tu vois, c'est aussi de la logique. Alors effectivement, il y a vraiment des définitions, tout ça. Il faut une technique, mais bon, là, faut aller à l'essentiel. J'ai pas besoin que ça soit parfait. Donc, je sais pas quel niveau de détail tu veux, mais qu'est-ce que t'as fait, par exemple, comme travaux dans les appartements? Alors on a fait tout ce qui est mur. Ça d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment le plus pénible parce que tu vois l'importance du ratissage. Nous, on avait mis une couche d'enduit, tout ça. Bah, tu vois, tu comprends pourquoi il en faut plus. Donc tout ce qui est mur, donc des poses de papier peint, bah tout ce qui est enduit. Quoi d'autre? Bah la pose donc enlever les moquettes, mettre ça c'est basique, mais ensuite mettre le PVC, ça pareil c'est hyper facile une fois que t'as compris. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout ce qui est dépose aussi, donc casser baignoire, virer les baignoires en fonte, les cuisines, tout ça. Là la peinture je suis en plein dedans, donc typiquement pareil j'ai acheté une airless. Par exemple pour moi le pistolet à peinture haute pression tout ça me paraissait un truc de pro, mais en fait une fois que tu comprends le principe, la buse elle est bouchée, bah tu te dis bon bah ça doit venir de là et tout. Tu vois à la base je me suis dit ouais laisse tomber ça c'est pas pour moi, mais en fait c'est trop pratique. Tu repeins tout en blanc? Souvent quand on a un pistolet on repeint tout en blanc. Très bonne question. Moi j'avais acheté de la couleur, je m'étais dit vas-y et tout, et effectivement c'est plus simple, surtout pour de la longue durée. Ouais, j'essaie de faire du blanc. Bah là hier typiquement on a posé du papier peint. Donc je vais me mettre à la toile de verre bientôt là. Mais quart de rond, enfin tout ce qui est finition, joint, tout ça c'est nous. Enfin je dis nous parce que bien sûr je suis aidée de mon conjoint et de mon père. Ce que je fais pas, bah ça va être tout ce qui est salle de bain. Par contre, peut-être la prochaine fois je ferai le carrelage parce que le prix ça fait mal. Ouais, c'est quasiment plus de la moitié de la salle de bain. Donc tout ce qui est salle de bain. Mais c'est un vrai boulot, hein. Enfin, ça prend du temps. Hein. Ouais, non, par contre, Yanni, effectivement. là, s'il écoute, un auditeur, il m'a
il avait montré, moi j'ai jamais fait de carrelage, hein, j'avoue, et il avait montré une petite salle de bain avant-après. Je dis waouh, trop bien. Il m'a dit laisse tomber, j'ai mis des mois, Ah ouais. enfin il faisait ça le week-end et tout. Bon, il a fait 2-3 autres trucs dans la salle de bain, mais Non, et mais même quand tu regardes des vidéos de gars qui font, ils le font super bien, super pro. Et après, quand ils disent le temps qu'ils ont mis, c'est ouais, vrai puis qu'il comme tu disais, il faut l'avoir, hein. comme tu disais au début, il faut le matériel. Il faut, je sais pas comment on appelle ça, carrelette. Et ça, pour le coup, si tu veux vraiment des trucs de pro, ça coûte cher. Non, mais c'est vrai que quand je vois mon carreleur, bah, il passe 3-4 jours et puis t'en as vite pour 800 €. Tu te dis, bon, peut-être que je vais faire moi-même. Mais t'as raison, c'est tous les angles et tout, c'est hyper technique. Tout ce qui est électricité aussi, bah, forcément, je délègue, même si on m'a dit, ouais, tu peux apprendre, tu vois. Pour l'instant, par sécurité, je préfère que ce soit géré par un pro. Et puis, plomberie aussi, et pose de cuisine. Pose de cuisine, ça, pareil, je trouve que c'est trop. À chaque fois, ils mettent 1 jour et demi. Je me dis, c'est trop de temps, C'est même si épuisant, hein. Puis c'est ouais. épuisant. Puis tout ce qui est étanchéité, tout ça, je me dis, vaut mieux que ça soit nickel. Ouais, Donc puis si t'as le finalement, j'ai plan de l'impression de travail pas que tu faire dois couper grand-chose. pour, si tu dois couper le plan de travail pour l'évier, c'est toujours Ouais. un gros stress. Mm. Ouais. Bah, t'as l'impression de pas faire grand-chose, mais je suis sûr que ça te prend un temps fou, une Ah, mais énergie c'est ouf. folle, et que Ah, mais c'est après pour t'es ça. fier de ce que t'as fait, mais Ah, mais je te dis, ouais, et bah, tu ça dois et ça savoir. soude. C'est toutes les alors je vais peut-être faire des généralités, mais surtout les femmes qui investisseuses qui font des travaux avec leur père. J'en connais quelques-unes et j'ai l'impression que c'est vrai que quand tu vieillis, tu passes de moins en moins de temps avec tes parents parce que toi t'as ta vie et tout, et c'est vraiment un bon moyen de passer du temps avec son père et de rapprocher les Ouais. liens Ah, mais c'est père-fille. incroyable. Ouais, franchement, je pense que tu peux pas mieux résumer. Effectivement, j'ai l'impression de passer des moments privilégiés. Bon, alors lui, je sais pas parce que je lui demande de faire. Non, mais je rigole. Non, mais lui, je pense en effet, il a l'air de bien aimer, il adore et tout. En plus, franchement, j'ai découvert aussi des compétences que je pensais pas du tout. Il fait tout, alors que bah nous, ils ont juste leur résidence principale. Tu vois, il avait pas forcément, il est pas du tout artisan et tout. Et enfin, les géomètres, par contre, ça aide de ouf parce que je me rends compte que dans les travaux, il y a tellement tout ce qui est coupe, découpe, même le sol et tout. Quand même, moi, j'ai aucune patience avec les mesures. Et ouais, effectivement, tu connais tes parents quand t'es enfant, mais en tant qu'adulte, vraiment passer. Mais après, nous, on a vécu aussi une bonne partie du confinement. J'étais chez mes parents, donc pour le coup, je l'ai réalisé là aussi où quand t'as des vraies discussions, mais des longues, et que tu vis avec tes parents en tant qu'adulte, mais tu t'apprends à les connaître fois 1000 parce qu'en fait, tu parles d'adulte à adulte et c'est vraiment génial ces mouvements-là, effectivement, dans les travaux. Et puis après, du coup, on va tous au resto. Je paye ma tournée. Ben voilà. Et j'essaie de les remercier comme je peux. Mais ouais. Ouais. Ok. Bah top, top. Bah, je pense qu'on a fait un bon tour, hein. Voilà, Ça ouais. m'a. Bah en tout cas, tu vois, j'essaie vraiment d'avoir sur le podcast des hommes, des femmes, des gens de tous les pays, Ah bah j'ai vu, ouais. des couples, des célibataires et tout. Et c'est toujours hyper intéressant. Et moi, en tant qu'homme, j'avoue que c'est toujours hyper intéressant d'entendre des témoignages de femmes. Bah souvent vous êtes plus déter hein, que nous. Après, il y a souvent un peu le côté un peu syndrome de l'imposteur que je pense les hommes ont un peu moins. Parce que si toi tu te crois pas capable, t'as jamais de copine. C'est comme ça. Alors que les femmes, elles peuvent être un peu plus timides. Nous, on apprend Ouais. à faire le fake it till you make Ouais. it plutôt. Mais non, mais c'est vrai que c'est toujours très intéressant d'avoir les deux côtés et puis en fait au final on est tous pareils. on Ouais. a toujours personne n'a fait de travaux avant d'avoir des apparts, ou quasiment personne, et puis bah félicitations en tout cas pour ces 16 lots d'un coup, hein. Mine de Bah rien, t'es merci. passé de la toute petite investisseuse à peut-être les trois, je sais plus, t'as les chiffres, tu sais, de combien de logements ont les Ah ouais, investisseurs, ouais. et à partir de 5, il reste déjà plus que peut-être 10%, et toi, t'es passé de la novice à la super avancée en Bah, un an. c'est Donc, gentil. Après, ouais, je te dis, félicitations. je pense que comme tous ceux sur ce podcast, en fait, c'est tellement une passion. Il y a plein de gens qui me disent, oh là là, mais t'as du courage de faire ça ou de faire des travaux. En fait, je dis, mais moi, le vendredi, j'attends qu'un truc, enfin, on parlait du boulot, je suis libre de mes horaires, mais je me dis vivement le week-end pour que je puisse, moi, c'est mon moment de détente, en fait, de faire ça encore plus, de chercher des biens, mais ça, j'adore la partie chiffres et tout. Donc, en fait, quand c'est une passion, tu t'arrêtes plus
Et bah c'est gentil, mais en tout cas ouais, pour le coup, si je peux passer un message, c'est même si vous êtes planté comme moi au début en Pinel ou quel que soit même au-delà de l'immobilier, quoi, qui est un autre, tout est modifiable en fait, et ça peut en un mois vous pouvez avoir, enfin on peut renverser la tendance et avoir changé de vie. Alors que souvent quand on est sur le moment, on se dit c'est foutu, je vais en avoir pour des années, ou carrément je vais jamais m'en remettre, ou je vais jamais pouvoir me libérer de cette situation. Et en fait, bah pas du tout quoi. Et quand tu coupes, tu vois, enfin moi, en tout cas par exemple quand j'ai appris que j'allais payer 80 000 euros là pour sortir d'un bien, je l'ai su pendant longtemps, hein, enfin d'un emprunt. Et en fait, ça m'a plus emmerdé tout le temps où je savais que tôt ou tard j'allais les payer, que le jour où je les ai payés, au moins c'était fait, tu vois. Et alors ok, c'était beaucoup d'argent. Bon, j'avais eu un peu l'opportunité d'en gagner autrement, mais parfois, bah tu sais, c'est comme dans la vie quand t'as peur d'un truc. En fait, quand tu le fais, c'est un peu moins pire que ce que tu penses. Et parfois, il vaut mieux peut-être se couper, peut-être pas un bras parce que vous allez en avoir besoin. Mais voilà, peut-être laisser même quelques milliers d'euros sur la table et puis se relancer sur des bases. Bah ouais, top. non, c'est clair. Si on veut te retrouver, t'as un compte Instagram super. T'es connu, hein, t'es quand même super. une célébrité. J'allais dire super différent surtout parce que je suis passée de voyages et de plages avec l'eau turquoise à des vidéos de ponçage, si ça vous intéresse. Mais ouais, du coup, bah je suis sur Insta. C'est vrai que en ce moment je partage 100% des travaux. On avait créé un compte avec mon copain Path to Freedom. On partageait tout ce qui est nomadisme digital, on était vraiment centré sur ça. Mais je pense que si vous regardez la date de la dernière publication, elle coïncide plus ou moins avec la date où j'ai acheté les immeubles. Parce qu'en gros, depuis que j'ai complètement arrêté. Moi, je suis un peu comme ça, hein. Je me lance à fond dans un truc. On avait un podcast, pareil, on a fait, je sais pas combien d'épisodes par semaine, et bim, du jour au lendemain, je vais me dire bon, c'est bon, j'ai vu, je vais ailleurs. Voilà, Insta. En tout cas, voilà, s'il y a des questions en DM, ce sera Donc avec Insta, plaisir. ton Insta, tu peux le dire oralement pour les auditeurs. Alors, c'est claire.lbrt. Voilà. Ok. Eh ben Claire, ça m'a fait super plaisir de te voir, et j'espère te rencontrer un jour dans un événement IMO, ou si je suis de passage dans la région. Merci. Merci à Ça toi. marche. C'était un plaisir d'être invité. Et encore félicitations et à très bientôt. Merci, à bientôt. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, pensez à liker, commenter, partager. Tous les youtubeurs, tous les podcasters vous le disent à longueur d'année, mais tous les autres, ils comptent pas. Il y a que le mien, c'est le seul qui est important. De commenter, liker, partager. Et si vous voulez faire des gros billets, vous allez sur mon site www.grosbillets, au pluriel bien sûr, .com. Et si vous voulez que je vous partage les retours de ma LCD de résidence principale, ou si vous le faites vous, et que vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, comme toujours, à me contacter, info@bybypatron.net, Telegram, Instagram, vous savez comment me contacter, vu tous les messages que je reçois. Je vous souhaite une très bonne semaine, et on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel invité d'exception, ou peut-être un épisode tout seul. J'ai un épisode tout seul en préparation. Allez, bye bye.